amis, nous allons pouvoir être parfaitement ponctuels et commencer. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre, la 179e de l'Institut Thomas More. Je me permets, avant de commencer, une petite recommandation. Merci de bien veiller, s'il vous plaît, à tenir vos micros éteints afin d'éviter les bruits gênants pour l'écoute. Nous sommes nombreux, ce dont on ne peut que se réjouir naturellement. Alors, soyons attentifs, s'il vous plaît. Si vous tardiez à le faire, nous serions forcés de bloquer votre, enfin pas de le bloquer, mais de suspendre votre micro pour ne vraiment pas gêner l'écoute de tout le monde. Alors, je salue ceux d'entre vous qui sont sur Zoom et ceux qui suivent également notre Facebook Live. Vous nous suivez nombreux depuis la France et la Belgique, bien sûr, qui sont nos deux pays d'implantation, particulièrement nombreux depuis la Belgique ce soir, plus qu'à l'accoutumée, ce dont nous nous réjouissons. Mais vous nous suivez aussi depuis la Suisse, le Danemark, la Hongrie, le Moyen-Orient, la Russie et les États-Unis notamment. Un grand merci à tous d'être avec nous ce soir. Je salue également nos orateurs Xavier Laurent Salvador et Julien Volper, que je remercie d'avoir accepté d'intervenir à cette rencontre de ce soir. Et je vous signale que Jenny Bastier nous rejoindra bien, ne vous inquiétez pas, mais elle nous rejoindra un peu plus tard. Pour tout vous dire, elle était bien embêtée, mais on lui a proposé d'aller présenter son livre, le livre qu'elle vient de publier, dont je vous dirai un mot tout à l'heure naturellement, à une émission de télévision dont l'enregistrement était en cette fin d'après-midi. Elle m'a promis de nous rejoindre pour 19h15. Contre la courtoisie donc, hélas, mais pour le plaisir de l'entendre et de dialoguer avec elle, nous la ferons intervenir en troisième lieu. J'ai enfin le plaisir de vous annoncer une belle surprise. Je garde le mystère de son identité pour vous tenir en haleine, mais je peux vous dire que nous serons rejoints tout à l'heure par quelqu'un qui a pas mal de choses à dire sur nos sujets de ce soir et qui est un ami de l'Institut Thomas More. Au risque de déborder peut-être un peu sur notre horaire, nous lui ménagerons quelques minutes tout à l'heure avec plaisir. Alors, le sujet de notre rencontre de ce soir, quel est-il ? Il est ce très inquiétant raz-de-marée intellectuel qui prend diverses formes et porte des noms divers mais convergents. Je veux parler du décolonialisme, du racialisme, de la cancel culture ou de la woke culture. Nous approfondirons la définition, la caractérisation et les distinctions de ces humeurs noires tout à l'heure, notamment avec Xavier Laurent Salvador, mais nous pouvons dire, de manière générale à ce stade, et pour poser une première définition que nous tâcherons d'affiner et de préciser tout au long de nos échanges, qu'il s'agit d'une mise en accusation systématique et généralisée de l'histoire et de la culture occidentale au nom d'une culpabilité intrinsèque de l'Occident et des Occidentaux à l'égard du reste du monde. Je parle de raz-de-marée car si l'on sait, et nos orateurs y reviendront sans doute, que le mouvement agite les milieux universitaires américains depuis au moins une vingtaine d'années, il nous a en quelque sorte, en tout cas pour les citoyens lambda, comme explosé au visage, à nous en Europe occidentale en tout cas, depuis quelques années, et laisse beaucoup d'entre nous comme sidérés. Sidéré par la virulence de ce mouvement de destruction, car il faut arrêter de parler de déconstruction, comme le font ses promoteurs, destruction culturelle, vandalisme historique, iconoclasme artistique. Qu'il s'agisse de faits ou de personnages historiques, de littérature ou de science, qu'il s'agisse d'œuvres d'art, de peinture, de statues, d'idées ou de mots, de simples mots, il est question pour les promoteurs de ce mouvement de détruire, d'effacer et d'interdire. Sidéré, je le disais, également par un autre aspect, qui est l'obsession de la race, obsession qui anime les revendications de ce mouvement. On pouvait penser et espérer que la racialisation des rapports sociaux était un cauchemar qui appartenait au passé de notre continent européen. Hélas, elle revient et nous prépare, si l'on n'y met pas le holà rapidement, à de bien sombres moments. Sidéré enfin par l'ampleur du mouvement. Les trois principaux univers où se forge la pensée, la culture, la vie intellectuelle, et donc le débat, le sens de la nuance, la conversation, qu'elle soit savante ou civique, semblent sérieusement atteints. Ces trois univers, ce sont l'université, le musée, et par extension le monde de la culture, et le champ médiatique et intellectuel. Et je ne parle même pas du champ politique. Le président de la République française lui-même a appelé, je cite, à déconstruire l'histoire de France à l'antenne de la chaîne de télévision américaine CBS, pas plus tard qu'avant-hier soir. Il y a donc urgence absolue à apporter des réponses fortes et claires aux questions suivantes.
Comment déconstruire les déconstructeurs? Comment débusquer et invalider l'imposture décoloniale, pour reprendre le titre de l'excellent livre de Pierre-André Taguieff paru à la fin de l'an passé? Comment sauver l'université, les musées, la recherche? Peut-on encore retrouver les voies d'un débat intellectuel apaisé, possiblement conflictuel, mais dans lequel on combat des idées et des visions du monde et non pas des gens pour ce qu'ils sont? Par quels moyens également éviter que les plus jeunes ne prennent définitivement la cancel culture pour la norme? Une culture française ou belge, européenne, occidentale, est-elle encore tout simplement possible? Ce sont ces questions et quelques autres sans doute que je vais poser à nos orateurs. Je vous présente rapidement Xavier Laurent Salvador et Julien Volpert, qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce soir et qui interviendront les premiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous dirai un mot d'Eugénie Bastier quand elle nous rejoindra tout à l'heure. Alors tout d'abord, Xavier Laurent Salvador. Vous êtes linguiste, spécialisé, si je ne me trompe pas et si je le formule convenablement, de l'écriture et de la langue du Moyen-Âge. On voit d'ailleurs derrière vous une belle page de manuscrits médiéval. Vous êtes maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord, alors Paris 13 dans l'ancienne nomenclature, si je puis dire, et c'est à ce titre que nous avons le plaisir de vous recevoir, cofondateur de l'Observatoire du décolonialisme. Créé en janvier dernier, cette œuvre de salut public réunit des universitaires qui ont décidé de se lever contre ce que vous appelez de nouvelles formes de fanatisme. Vous alertez sur le fait que le mouvement décolonialiste et son idéologie ne gangrènent pas seulement l'université, puisque, je cite l'appel de l'Observatoire disponible sur votre site, que tout le monde peut et doit aller lire, en tout cas je le recommande, vous alertez donc sur la question de la science qui pose celle de la formation sur laquelle repose l'école, clé de voûte de la République. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'université, c'est déjà pas rien, qui est touchée et menacée, si je puis dire, c'est l'école, puisque c'est à l'université qu'on forme les enseignants et la pensée. Nous vous demanderons donc, dans une minute, de nous dire comment vous qualifiez, définissez, caractérisez cette nouvelle idéologie, comment elle s'est infiltrée dans l'université française et quelles en sont les conséquences telles que vous les voyez depuis votre vigie. Enfin, vous nous direz si et comment il est possible de réagir, quels sont les objectifs de l'Observatoire du décolonialisme, comment il se bat, etc. Avant cela, je vous présente, chers amis, Julien Volpert, qui, bien que français, est conservateur au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, à Bruxelles, et maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes, cher Julien, l'auteur de plusieurs ouvrages sur les statues, les cultes, les masques du Congo. Mais vous n'êtes pas que cela, puisque vous êtes aussi chercheur associé à l'Institut Thomas More. Nous avons ce plaisir depuis l'automne dernier. Nous avons publié ensemble, en septembre, une note sur la restitution du patrimoine culturel africain au moment de la discussion et, hélas, du vote de la loi en France sur la restitution de pièces au Bénin et au Sénégal. J'ajoute que vous travaillez actuellement ardemment à un rapport extrêmement fouillé sur le fameux rapport Blanchard. Alors, les Français en ont sans doute entendu parler, le rapport Blanchard qui a été rendu public le mois dernier et qui dresse une liste de 318 noms de personnalités issues de la diversité que les collectivités locales sont très fortement incitées à célébrer en leur donnant des noms de rues, des noms de lieux, etc. Donc, Julien travaille à un rapport très serré de décryptage, si je puis dire, de cette nouvelle offensive. Alors, avec vous, cher Julien, nous explorerons les effets du raz-de-marée, du décolonialisme et du racialisme sur le monde des musées et plus généralement de la culture. Vous nous direz, vous aussi, comment il est possible de s'y opposer et comment il est possible de faire entendre un autre discours qui ne fait fi d'aucune culture et qui ne maquille ni le passé ni la réalité. Alors, nous vous écouterons dans un moment, après Xavier Laurent Salvador, à qui je passe avec plaisir la parole pour 15 à 20 minutes. Merci. Merci infiniment, Jean-Thomas, pour ces quelques mots de présentation, mais je crois que vous avez présenté avec un tel brio que je n'ai plus grand-chose à ajouter finalement dans ma conférence. Je crois que nous sommes déjà bien introduits sur ces questions. Peut-être simplement préciser quand même 2-3 choses sur déjà le positionnement de l'Observatoire et sur le regard que nous pouvons porter sur la question du décolonialisme dans l'université. Et pour cela, simplement peut-être rappeler que, même si vous avez eu la gentillesse de rappeler mon parcours et l'initiative qu'avec quelques collègues nous avons eue en créant ce site, cet Observatoire du décolonialisme, peut-être bien comprendre aussi mon positionnement personnel, celui qui m'a amené, moi, à venir m'exprimer ce soir, à partir d'un constat que j'ai pu réaliser au cours d'une carrière qui n'est pas si longue, mais qui m'a amené à traverser
pas mal de pays, pas mal de continents, et à regarder aujourd'hui avec un peu d'étonnement ce qui est en train de se passer dans l'université, dans une université qui, lorsque j'y suis entré, accordait une certaine importance au regard sur la linguistique médiévale, sur les traductions des textes d'origine, et qui aujourd'hui a l'air de se détourner de positionnements qui semblaient naturels à l'époque et qui échappent aujourd'hui complètement au raisonnement qui ont été les outils avec lesquels nous avons été construits nous-mêmes. Pour ma part, j'en dirais simplement un tout petit mot. Je suis effectivement linguiste, médiéviste. Moi, j'ai travaillé toute ma vie sur les traductions médiévales du texte biblique. Derrière moi, vous avez une copie du livre de Job. Mon nom est américain, je suis né en Centrafrique, je suis né à Bangui où j'ai été scolarisé très longtemps avant de rentrer en France. Donc j'ai un regard assez, disons, moderne sur l'histoire de France et sur l'histoire de la civilisation française dont vous parliez à l'instant et occidentale. Je crois évidemment à certaines valeurs de multiculturalisme, à ces valeurs d'échange qui ont été celles qui ont façonné mon parcours. Et pourtant, aujourd'hui, dans une université française qui m'a permis à moi, avec mon nom américain, de rentrer dans l'université, de m'approprier ce patrimoine linguistique, eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, les sciences humaines telles que nous les avons enseignées, telles qu'on les a pratiquées pendant tant d'années, sont aujourd'hui en train de se dévoyer, non seulement sur les objets qui sont les leurs, mais en plus sur les méthodes qu'elles prétendent appliquer. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui en parlant du décolonialisme dans l'université, c'est un peu ce parcours personnel qui nous a amené à nous fédérer avec quelques collègues. Alors, il y a un peu plus longtemps que ça fait maintenant 2-3 ans que nous travaillons ensemble à réunir quelques observations sur les obstacles que nous rencontrons à l'université, et puis finalement à déboucher sur cet observatoire dont vous avez parlé, qui effectivement a été concrétisé en juin. Alors, je reprendrai pour ça un plan très rapide en 4 temps, en évoquant tout ça pour commencer la question de la définition du décolonialisme, le sens littéral, de quoi parle-t-on ? Je vous parlerai ensuite de l'enjeu disciplinaire du décolonialisme, un enjeu historique pour nous. J'aborderai la question du sens métaphorique, qui aborde ces questions de race, de genre et de décolonialisme mental, qui constitue le cœur du réacteur nucléaire de la question décoloniale. Et enfin, nous aborderons la question du roman universitaire qui est en train de se construire aujourd'hui et dont il faut absolument, disons, reprendre avec précision les rênes pour éviter que tout cela ne dérape. Je voudrais aussi rappeler, avant de m'aventurer plus loin, le positionnement de l'université dans l'épistémologie contemporaine. Et simplement rappeler cette petite évidence qui doit être évidente pour tout le monde, c'est que si aujourd'hui en France on enseigne la physique, c'est parce qu'il y a une chaire de physique à l'université. Si on enseigne aujourd'hui la grammaire, la linguistique, c'est parce qu'il y a une chaire à l'université de grammaire. Et si on n'enseigne pas la magie, ce que le médiéviste regrette, car il y aurait beaucoup à enseigner, mais bon, c'est comme ça, on n'enseigne pas la magie, c'est essentiellement parce que la magie a été évacuée du champ épistémologique par l'université. Autrement dit, la construction des savoirs, de la cartographie des savoirs tels qu'on se les représente pour un esprit bien fait, ça part avant tout d'une représentation claire des savoirs et des sciences, porté par l'université. Et c'est de ce tramage universitaire que découle la construction des enseignements dans le secondaire jusqu'au primaire. On se représente trop souvent la construction de l'apprentissage de l'enfant jusqu'à l'âge adulte comme un apprentissage qui partirait par progression et par raffinement jusqu'à une hyperspécialisation à l'université, mais il faut bien comprendre que la formation de l'enfant, elle est avant tout liée à une représentation, à une cartographie, à une épistémologie que toute une société partage pour produire une école, un collège, un lycée, et donc une représentation des savoirs. Et c'est pourquoi l'enjeu du décolonialisme dans l'université doit aujourd'hui être important pour tous, parce que c'est à travers notamment la formation des enseignants et donc la représentation des savoirs tels qu'ils s'enseignent à l'université que se construit la société de demain. Et une des raisons, à mon avis, qui ont fédéré plusieurs de nos collègues à nous rejoindre dans l'Observatoire du décolonialisme, et j'en vois beaucoup qui sont connectés ce soir et qui viennent me soutenir avec enthousiasme, et je les en remercie, eh bien, je pense qu'une des raisons, justement, c'est que l'université, ce n'est pas simplement un enjeu professionnel, ce n'est pas un enjeu syndical d'enseignants, mais c'est aussi une représentation de la façon dont doit être construite la société à travers l'enseignement. Et donc, j'en parlerai, je le dirai, mais je veux que ce soit bien clair que l'université pèse avant tout parce qu'elle est le lieu où se construit l'épistémologie, la cartographie des savoirs. Alors maintenant, la question du décolonialisme à proprement parler, et pourquoi a-t-on appelé cet observatoire l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires?
Alors, je voudrais être clair d'emblée en rappelant que cette question du décolonialisme, c'est un terme éthique. C'est évidemment nous qui avons forcé ou forgé ce terme et qui en avons fait une catégorie de jugement sur les travaux de certains de nos collègues, parce que nous partons en fait de l'idée que tous les travaux qui visent à décoloniser, ça c'est par contre un mot que l'on voit de manière récurrente sur toutes les plateformes scientifiques de l'université aujourd'hui, eh bien, il y a une idéologie qui vise à décoloniser les esprits et qui donc participe de ce que nous voulons appeler un décolonialisme. Autrement dit, oui, nous revendiquons que le mot décolonialisme n'est pas employé par la littérature décoloniale en tant que telle. Et si vous cherchiez décolonialisme aujourd'hui dans les moteurs de recherche des éditions scientifiques, vous ne verriez pas un auteur commencer en disant « nous, les décolonialistes, nous pensons que ». Il en va de même pour les mots comme romantique, humoristique ou caricaturaux, ce sont des termes de synthèse que nous nous approprions et que nous attribuons, que nous portons, que nous jugeons pertinents pour caractériser les travaux de certains de nos collègues. Alors, ce mot-là, en fait, part en fait d'un constat qui est à la fois un constat d'expérience et un constat, si vous voulez, d'analyse des façons dont Attendez, on ne vous entend plus. Excusez-moi, Xavier Laurent, on ne vous entend plus. Ah oui, pardon, vous m'entendez? C'est revenu? Oui, c'est bon, oui, c'est revenu. Bon. Non, c'est pas très grave, c'est parce que vous avez mis ma vidéo en évidence, je crois que voilà, me revoilà. Donc, le décolonialisme, qu'est-ce que c'est? C'est, si vous voulez, la caractérisation d'une production scientifique qui part du constat qu'on retrouve partagé par différents auteurs, qui s'accordent pour considérer que la race mentale, le genre mental, sont des observables en science, qui justifient la démonstration d'un rapport de dominant-dominé entre les blancs et assimilés sur les non-blancs. Ce rapport de domination mentale, qu'on appelle colonialisme, justifie selon eux que l'on dise que la décolonisation n'a jamais eu lieu, puisque c'est un processus mental réactualisé en permanence dans les rapports sociaux entre une caste favorisée qui exerce une oppression sur une caste défavorisée, les non-blancs. De cette définition découle une idée simple: éduquer, c'est coloniser les esprits, puisque c'est vouloir les faire accéder à la représentation majoritaire dans le système politique. Or, coloniser, c'est mal, donc éduquer, c'est mal. Et à partir de là, le décolonialisme devient une grille de lecture où tout le monde, en quelque sorte, devient non plus un individu agissant et pensant en son nom propre, mais devient systématiquement le porte-parole d'une cause agissante qui parle à travers soi. Et je pense que c'est là où le bas blesse, si vous voulez, pour toute la pensée décoloniale, c'est que ça n'est pas une méthode, c'est avant tout une grille de lecture qui vise à assigner à chaque personnalité, à chaque personne, un rôle, le rôle de porte-parole, tantôt d'une majorité accusée, tantôt d'une minorité disqualifiée. Autrement dit, dans ce système décolonial qui vise à valoriser l'émergence des minorités agissantes dans une forme de démocratie faite de l'alliance des minorités, eh bien, le décolonialisme vise à réduire la majorité au silence pour permettre l'émergence de discours minoritaires. C'est une grille de lecture parce que cette grille de lecture perpétuellement réactualisée permet de disqualifier tout discours en le ramenant au discours politique de la majorité ou de la minorité. Descartes n'est pas un penseur, ça n'est pas un philosophe, c'est avant tout le représentant d'une pensée blanche. Exit Descartes, la pensée est qualifiée, il est mis en boîte, plus besoin de lire Descartes, on l'a compris, à travers cette grille de lecture, il est avant tout un porteur d'une pensée blanche. Et on peut ainsi réactualiser ce type de jugement en permanence, puisque la disqualification, elle est portée dans les germes par la pensée décoloniale. Cette mise en difficulté, ou si vous voulez, cette disqualification du rapport entre la majorité et la minorité, qui justifie en fait le processus de décolonisation, tel qu'il est d'ailleurs revendiqué par Thuram dans la pensée blanche. Enlevez vos masques extérieurs, dit-il, enlevez vos masques intérieurs, ouvrez-vous voilà, à la vraie pensée. Eh bien, en fait, devient une grille de lecture réactualisée dans les sciences et par là même devient un objet, un observable dans les sciences humaines,
générant thèses et financements et produisant une remise en cause de la construction des savoirs. On peut y adhérer ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être discuté et qui doit être mis en débat. Ce constat, il se fait dans l'université. Alors moi, je ne peux vous parler que de mon propre observatoire pour l'instant, même si avec l'observatoire, avec tous les collègues, donc nous répertorions pas mal de faits, pas mal d'événements, mais si vous voulez, il y a aujourd'hui dans les séminaires, dans les lieux de formation pour les enseignants, un ensemble de phénomènes, de petits événements aussi, qui sont autant d'indices d'une évolution un peu particulière de la pensée, de son introduction et de sa pérennité dans l'université. Je prendrai quelques exemples. Dans mon université, nous avons publié vendredi dernier sur le site de l'Observatoire, en 2016, donc il y a déjà 4 ans, nous avions été invités à conférencer dans nos locaux Aïssim Haïti-Alia, un des fondateurs du CCIF, un des penseurs du djihad, quelqu'un qui a pensé assez marqué voilà, sur le rôle colonisateur de l'Occident avec la jeunesse, notamment musulmane de France. Il était invité à l'université pour conférencer sur la laïcité radicale. J'ai retranscrit sa conférence. Elle est disponible sur le site, il y en a 14 pages. C'est une conférence qui est extrêmement intéressante et très bien construite. C'est une conférence de quelqu'un d'intelligent, où on voit apparaître, si vous voulez, cette revendication d'une lutte contre la colonisation perpétuellement mise à jour par la majorité coloniale et blanche aujourd'hui dans l'université. Ce serait anecdotique si ce discours-là ne se retrouvait pas aujourd'hui dans les enseignements, dans la formation des enseignants dans INSPE. C'est quelque chose qui est encore repris dans les termes, on l'a vu tout récemment avec le slam qu'a mis en place Tariq Ramadan, lorsqu'il dit « Est-ce que vous croyez que l'on va rester là assis à vous regarder, piller nos terres, nos richesses, nos minerais ?» Parenthèse, il y a d'extractivisme donc occidental dans la bouche de Tariq Ramadan, il dit que la Chine. Et, ajoute-t-il, vous laissez tranquillement écrire l'histoire et la coloniser comme vous avez colonisé nos cultures, nos pays, nos continents, nos paysages, autant que nos esprits. Donc la colonisation de l'histoire, la colonisation du paysage, la colonisation de l'esprit, c'est évidemment un fait de littérature décoloniale. Et c'est à mettre en relation notamment avec ce que dit Yahya dans sa conférence, lorsqu'il dit justement que, selon lui, il n'existe de bonne démocratie que de démocratie qui soit une démocratie faite de l'alliance des minorités contre la majorité, qui donc ne fait qu'exercer une dictature, virgule, un colonialisme, virgule, etc., etc. Donc cette pensée, si vous voulez, du décolonialisme est aujourd'hui à l'œuvre chez certains théoriciens politiques et se retrouve dans la construction de certains discours scientifiques qui, ne pouvant s'épanouir dans l'ancienne grille, si vous voulez, des catégories et des disciplines scientifiques de l'université, devient subversive au point de faire émerger des domaines disciplinaires qui sont transversaux et qu'ils nomment eux-mêmes des studies. Et donc, c'est ainsi que cette question du décolonialisme devient, d'un point de vue historique, un enjeu disciplinaire de reconstruction du domaine des sciences et donc de toute épistémologie. Alors, ce deuxième plan, si vous voulez, se voit à travers différents points, mais on voit ici converger, en fait, plusieurs phénomènes qui sont à mettre en relation, en symétrie avec ce que l'on voit émerger aujourd'hui avec la question dite de l'intersectionnalité. Alors, je vais en dire un mot, mais je vais prendre un biais un peu, si vous voulez, un peu provoquant pour bien faire comprendre ce que c'est que l'intersectionnalité aujourd'hui. L'intersectionnalité, c'est quelque chose qui est rentré dans le discours européen depuis environ une bonne dizaine d'années, un discours politique. Je ne parle pas de la définition historique qui a plus d'une trentaine d'années, mais elle est rentrée dans le discours politique aujourd'hui pour, disons, faire émerger la question de la réconciliation des minorités entre elles. C'est-à-dire, par exemple, comment faire converger le féminisme et la question de l'islam en France. C'est-à-dire comment faire converger deux défenses de deux minorités, une minorité de genre, la femme, on peut en discuter longtemps évidemment, parce que c'est loin d'être une minorité, mais voilà, comment faire émerger la question du féminisme et la rendre conciliante avec une certaine perspective d'une défense de la communauté musulmane, si tant est qu'on adhère à l'idée que la communauté musulmane est donc une communauté stigmatisée, minoritaire et mise en défaut.
Eh bien, une façon de réconcilier les points de vue entre le néo-féminisme et l'islamophobie a été de mettre en avant la question de l'accumulation des discriminations. Être une femme, c'est stigmatisant. Être une femme musulmane, c'est doublement stigmatisant dans les sociétés occidentales, puisqu'on est 2 fois plus stigmatisé. Et donc, on voit ainsi apparaître une bonification par une grille, une lecture intersectionnelle qui conjoint, qui unit le regard cumulatif entre des appartenances à différents types de minorités. Et donc, on voit apparaître une convergence entre toutes les littératures visant à faire des minorités un enjeu politique, et on voit apparaître à ce moment-là la défense d'une forme d'un néo-féminisme qui est en rupture avec la définition laïque française de ce que pouvait être le féminisme historique, et qui devient conciliant avec les catégories minoritaires. Et à ce titre, toute forme de colonisation, au sens décolonial de la chose, c'est-à-dire toute forme de prise en main par le discours majoritaire sur les minorités, devient un enjeu politique à abattre. Et de ce point de vue-là, par exemple, la question de la langue est au cœur des préoccupations des littératures décoloniales. Et là, c'est le linguiste qui donc reprend un peu le dessus à ce moment-là, puisque on voit apparaître cette idée que éduquer, c'est coloniser les esprits. Éduquer à la grammaire, c'est donc en soi, évidemment, coloniser les esprits et donc lutter contre l'enseignement de la langue, faire apparaître, utiliser la langue comme un outil de réforme politique des individus, devient un enjeu de réforme de l'individu, et donc devient un enjeu de subversion des champs disciplinaires. Alors évidemment ici, je vise la question par exemple de l'écriture inclusive, puisque bien souvent lorsqu'on aborde la question du décolonialisme, il est difficile d'expliquer le lien qui est fait avec l'écriture inclusive. Mais enfin, on se rend compte que ce qui est visé dans toute forme de littérature décoloniale, c'est la subversion des institutions républicaines qui dépendent en fait de l'enseignement, c'est-à-dire la laïcité, au sens français de la chose, la langue et l'école. L'enjeu disciplinaire donc attaché à l'écriture inclusive, on voit bien que l'écriture inclusive aujourd'hui est une remise en cause de la langue de l'administration. C'est donc un fait éminemment politique. La principale réforme portée aujourd'hui par les inclusivistes aujourd'hui vise à réformer la langue de l'administration, puisque c'est d'abord dans l'université qu'est apparue l'écriture inclusive, et puis elle est apparue notamment dans l'administration des universités, les écoles doctorales, les fascicules, les plaquettes, et puis progressivement, c'est devenu un enjeu politique qui a largement dépassé le cadre de l'université, mais qui, dans les premières années, n'était qu'un enjeu de réécriture de la langue de l'administration. Qui dit réforme de la langue de l'administration, dit réforme de la langue du droit, dit subversion du système politique. Et donc, on voit apparaître, à travers la grille intersectionnelle, une moult belle conjointure, ici, entre, d'un côté, si vous voulez, la réforme de l'espace politique de la langue, et la réforme de l'individu visée par le décolonialisme. C'est une des raisons d'ailleurs, et c'est pour ça que j'en parle, pour lesquelles, avec quelques collègues, je pense notamment à Jean Slavovich, avec qui nous avions écrit ce petit ouvrage qui s'appelait donc Le sexe et la langue, nous avons été confrontés plusieurs fois à l'annulation de nos conférences sur l'écriture inclusive par des collègues qui n'osaient pas en fait s'afficher, mais qui, avant même que nous ayons pu parler d'ailleurs dans des conférences qui ne visaient pas forcément l'écriture inclusive, avaient demandé à ce que la conférence soit transformée en débat. De ce point de vue-là, donc, on se rend compte que la grille de lecture décoloniale est un fait de militantisme, et ce militantisme vise systématiquement à mettre en cause les outils qui sont ceux de la construction des savoirs, que ce soit l'histoire, que ce soit la sociologie actuelle, ou que ce soit, évidemment, la question de l'écriture et de la langue. Et donc, en fait, dans un dernier temps, la question du sens métaphorique qui lie donc le race, la genre et le décolonialisme. Les courants marxistes se sont toujours réclamés de l'héritage des Lumières. Et l'effondrement du marxisme a, notamment dans l'université, laissé place à leur exécration convenue. L'hostilité qui a fait le fond de la pensée réactionnaire depuis plus de 2 siècles est maintenant partagée par tous les radicalismes, de l'extrême droite à l'ultra-gauche.
La French Theory, l'Italian Theory, avec des auteurs comme Battimo, comme Agamben, se sont efforcés de détruire l'emprise scientifique. C'est l'abao heideggerien, la mise à bas, qui est la déconstruction, à proprement parler, des savoirs et, partant de là, la déconstruction politique d'une nation. Pour les racialistes, la culture se réduit à une vision du monde et finalement à un destin. Toute personne musulmane, naît musulmane de naissance, doit rester musulmane. Et de là, on comprend mieux le syllogisme qui consiste à dire que critiquer l'islam, c'est critiquer l'individu, c'est donc un racisme. L'islamophobie n'est un racisme que dès lors que l'on considère que l'islam est un destin. C'est ce contre quoi l'universalisme républicain a toujours lutté. Et donc, on voit apparaître une crise de rupture au sein des sciences, avec d'un côté une volonté de subversion des institutions républicaines, et de l'autre, la réactivation d'un racialisme qui assigne à chaque individu un destin. La race mentale, dans ce sens-là, est un enjeu politique totalitaire, porté par des discours, et qui réactive un imaginaire profondément critiquable. Quand on lit le rapport de Papendiaï, j'ai presque fini Jean-Thomas, sur l'opéra et les minorités à l'opéra, on voit très bien que les notions de blanc et non blanc sont en fait des constats extrêmement empiriques, basés sur un test, le test du papier marron. Si on est plus clair, on est blanc. Si on est moins clair, on est non blanc. Donc on voit qu'en fait, la race mentale, utilisée comme un objet ou un concept en sciences humaines, n'est pas du tout une méthode d'interprétation ou de réinterprétation des rapports de domination sociale. C'est au contraire la réactivation d'un enjeu totalitaire et d'un lieu de lutte contre l'individu, lutte contre les sciences, lutte contre l'école. C'est Sandra Logier qui le dit quand elle dit que l'école est un lieu de colonisation. Et enfin, une lutte contre la laïcité qui vise à assigner à chaque individu un destin contre lequel la République universaliste ne peut rien. Et c'est là que l'on voit se réconcilier aujourd'hui, dans un même élan, l'ultra-gauche active au sein de l'université et l'extrême droite qui s'accordent enfin pour dire qu'on peut se débarrasser de ces problèmes-là. Les sciences humaines sont donc un problème sont au cœur de ce problème et en première ligne, puisque c'est dans les sciences humaines qu'on voit en premier apparaître ces concepts comme la réactivation de la race mentale, la subversion de la langue, la déconstruction de la grammaire, et ces domaines ensuite commencent à fuser, ces notions commencent à fuser dans d'autres disciplines, et c'est ainsi qu'on les retrouve d'abord dans des disciplines connexes, comme l'histoire ou la géographie, qui sont en train de s'effondrer sur leur base du côté de la sociologie, mais qu'on les voit également réapparaître en sciences dures, avec le développement d'idées liées, notamment en médecine aujourd'hui, je vous renvoie à l'article d'Andreas Bicfalvi dans Le Point sur ces questions-là, et en sciences dures de plus en plus, où, par exemple, on voit ce dernier projet financé à Concordia sur décoloniser la lumière, puisque la lumière est une théorie blanche au sens sociologique de la chose. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais voilà rapidement présenté les enjeux de l'Observatoire du décolonialisme et de toutes les idéologies identitaires. Merci, merci infiniment, Xavier Laurent Salvador, pour cette première intervention extrêmement précise, ciselée et passionnante qui nous permet de bien savoir de quoi nous parlons. Et si vous l'avez dit plusieurs fois, ce raz-de-marée, c'est le mot que nous employons, en tout cas à Thomas More, est parti de l'université. Il touche maintenant très largement le monde des musées et plus globalement des institutions culturelles. Et je vais passer le micro au cher Julien Volper afin qu'il puisse voilà, je vais le mettre comme ça, afin qu'il puisse nous en dire plus sur son monde, si je puis dire. Cher Julien, à toi. Merci Jean-Thomas. Vous m'entendez bien, hein, il n'y a pas de souci de son. Très bien. Bon, alors dans cette présentation, moi je vais surtout me concentrer sur ce qu'on appelle les musées dits ethnographiques et moins aborder dans le laps de temps qui m'est imparti d'autres sujets culturels comme celui vraiment d'actualité qui touche par exemple au déboulonnage des statues dans l'espace public, mais cela peut bien entendu être abordé dans des questions s'il y en a. Alors, il va sans dire que tous les musées ne sont pas concernés au même niveau par des problématiques qui s'apparentent à de la cancel culture, par exemple. Et il va sans dire aussi que les musées ethnographiques, surtout ceux présents dans des pays ayant un passé colonial, sont plus concernés par ces questions qu'un musée dévolu aux impressionnistes français, par exemple.
Alors, pour essayer de mieux illustrer les choses, je vais prendre ces divers problèmes, je vais prendre quelques exemples auxquels sont confrontés dans les musées les chercheurs et les conservateurs qui y travaillent. Alors, à l'université comme dans le monde muséal, la liberté de recherche est quelque chose de très important, vraiment quelque chose auquel on s'attache. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a des volontés de recadrage et qui suivent des modes ou les intérêts du moment. Et je vais prendre un exemple concret pour cela. Très récent qui remonte à mars dernier, au 25 mars pour être précis. Une collègue du musée à Tervuren a fait une présentation publique, comme ça arrive assez souvent, on se rappelle les talks, les museum talks, de son dernier ouvrage et donc de ses dernières recherches. L'ouvrage étant intitulé Finding Dr. Livingstone, A History in Documents from the Henry Morton Stanley Archives. Alors, de quoi traite le livre, ce livre en question? Je vous en fais je reprends le petit résumé qui était proposé. Pour la première fois sous forme imprimée, un récit plus large du voyage de Stanley est maintenant accessible, comprenant des documents de sources primaires inédits, contrats des porteurs et éclaireurs, noms vernaculaires de plantes, cartes, correspondances, extraits recueillis de poésie, listes de produits, tous griffés dans ces carnets de terrain. Finding Dr. Livingstone est une ressource cruciale pour ceux qui s'intéressent à l'exploration et à la colonisation de l'ère victorienne, aux connaissances scientifiques de l'époque, aux peuples et conditions de vie en Tanzanie, avant sa colonisation par l'Allemagne. Donc un ouvrage proposant des informations assez variées, touchant aussi bien à la géographie qu'à l'ethnologie qu'à l'histoire, donc qui donnait lieu à ce talk show. Mais 2 jours avant la conférence, le musée a reçu une question parlementaire d'un député PTB qui s'est quelque part insurgé quand ce mois de mars, qui est dédié par certaines associations en Belgique au Black History Month, le musée de Tervuren ose parler de Stanley, qui est défini comme l'homme de main qu'a choisi Léopold II pour diriger l'expédition militaire amenant après à la création de l'État indépendant du Congo. Et la question qui était posée à ce moment-là au musée, c'était: ne trouvez-vous pas que l'activité Fanny Dr. Livingstone ne cadre pas avec une vision décolonisée des missions du musée? Alors, par ce genre de propos, il y a quand même des choses qui interpellent, c'est qu'on a ici un homme politique qui juge qu'au nom du décolonialisme, certaines recherches muséales ne doivent pas être faites ou de moins ne doivent pas être présentées publiquement. C'est à la fois intéressant et c'est aussi assez inquiétant. Alors après, je relativise au fait qu'il s'agit d'une question parlementaire, donc la question de l'incident, c'est quand même très limité. Mais il faut garder à l'esprit qu'actuellement, beaucoup de projets de muséaux de recherche africaniste, par exemple, financés par différents États européens, que ce soit en Allemagne, en France, en Belgique, se concentrent énormément sur les questions politiques du moment et parfois relayées par la presse. En ce moment, comme vous le savez, on a parlé beaucoup restitution, recherche de provenance. Cela amène sur le moyen terme, en fait, une politique de financement qui va se centraliser sur ces questions-là et donc moins de financement pour d'autres projets de recherche en sciences humaines. Quelque part, on peut très bien arriver à financer, enfin, excusez-moi, on peut arriver très bien à orienter la recherche par le biais d'une sélection qui se fait par des choix de financement. Alors, un autre point observé qui rejoint un peu ce que je viens de dire précédemment, c'est que dans les musées ethnographiques notamment, il y a certains sujets, voire certains types d'objets qui disparaissent progressivement d'un certain nombre d'expositions permanentes ou temporaires dans ces musées-là. Le but part toujours d'une bonne intention, c'est de dire voilà, que certains objets, certains éléments pourraient donner une mauvaise image des peuples concernés par l'exposition, ce qui pourrait, on va dire, in fine, aboutir à créer du racisme. En fait, dans ce procédé, on arrive presque à un retour au XXIe siècle du mythe entre guillemets, du bon sauvage, qui est tout aussi tronqué et faux que celui qui existait, qui a été diffusé dans les musées de l'indigène barbare au XIXe siècle. Alors, pour prendre un exemple assez précis, il y a des cas de figure qui se sont observés, qui m'ont été rapportés par d'autres collègues sur des questions qui touchent par exemple à la sorcellerie. Aborder la question d'objets liés à la sorcellerie ou des choses comme ça, du point de vue ethnographique du terme, c'est un sujet qui devient des fois maintenant assez tabou parce que c'est un terme qu'on considère comme dépréciatif. Parler de sorcellerie, c'est une image dépréciative de la religion. Bon.
D'un point de vue ethnographique, c'est déjà de ne pas comprendre que la sorcellerie, c'est pas un synonyme, par exemple, de religion africaine dépréciée, que tous les ethnologues, historiens qui travaillent ces questions-là voient ça comme un phénomène culturel qui est mondial, qui s'observe en tous les coins du monde et à toutes les époques. Euh, le collègue médiéviste en sait quelque chose, mais à des choses, même des époques plus récentes. Si on prend par exemple un ouvrage comme celui de Jeanne Favret-Saada, Les mots, la mort, l'essor, qui est une recherche, une étude sur la sorcellerie dans le bocage normand dans la deuxième moitié du XXe siècle, on se rend compte que ce n'est pas du tout quelque chose de spécifique à l'Afrique. On veut vraiment essentialiser et dans un terme dépréciatif. Et on arrive à des problèmes comme ça, c'est qu'en évacuant certains termes de vocabulaire, certains termes qui permettent de comprendre certains aspects religieux, en les évacuant, on peut permettre de faire comprendre aux visiteurs la fonction de beaucoup d'objets. Là, je parle pour une région que je connais le mieux, c'est-à-dire la question pour le Congo, notamment au 19e, début 20e siècle, que beaucoup de ces objets qui sont exposés dans les musées ne peuvent se comprendre que si on les met en rapport avec la sorcellerie, non pas comme objets de sorcellerie, mais objets qui ont été créés pour lutter contre ces pratiques qui étaient considérées comme néfastes et antisociales. Donc, on perd des morceaux d'information de cette manière-là. Autre exemple que je pourrais prendre, ça concerne tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les trophées de guerre, c'est-à-dire des restes humains. Et l'un des meilleurs exemples que je pourrais prendre, ça concerne par exemple ce qu'on appelle les têtes réduites Givaro. On l'appelle Givaro. Et il y a eu un cas de figure récent au Pitt Rivers Museum d'Oxford, qui récemment a décidé de retirer de ses salles toutes ces têtes réduites, et en se basant notamment sur le fait que leur exposition véhiculait justement une image barbare et sauvage des cultures représentées. C'est-à-dire que si on présente des têtes réduites, ça laisse supposer que les cultures qu'ils ont produites sont barbares, sans prendre en compte qu'il s'agit de pratiques anciennes qui sont inscrites dans le temps à des moments précis. Enfin, je veux dire, c'est assez particulier. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, par exemple, le Pitt Rivers Museum a fait appel aussi pour essayer de les recontextualiser, voire de discuter de leur possible restitution. On fait appel à des groupes qu'on appelle les Chouars et les Achuars, c'est-à-dire c'est des populations de l'Équateur qui sont les créateurs de ces objets, enfin dont les ascendants pardon, ont été les créateurs de ces objets, pour recontextualiser ces objets. Donc ça part d'une très bonne intention, c'est cette question de s'adresser aux populations sources pour mieux comprendre ces objets ou mieux les présenter éventuellement. Mais là où ça peut poser encore un problème, c'est que souvent, beaucoup de ces têtes réduites, les personnes, enfin, les individus qui ont été tués et qui ont fourni par la suite des têtes réduites, ne venaient pas forcément des communautés qui ont été invitées par le Pitt Rivers par la suite. Donc, on a ici, dans ces cas de figure, des discussions qui se font, excusez-moi, avec les descendants de ceux qui ont tué, mais pas forcément avec les descendants de ceux qui ont été victimes de ces chasses aux têtes. Donc ça pose des questions ethnologiques et même morales à bien des égards. Alors, autre cas de figure, et là auquel j'avais été confronté personnellement dans une exposition, c'est des fois le rapport assez particulier avec les questions d'exposition qui traitent par exemple de l'esclavage. Sauf pour quand il s'agit de la traite atlantique. Et j'ai eu un cas de figure en 2017, il y a eu une grande exposition qui s'est faite à l'Institut du monde arabe à Paris, qui s'intitulait Trésor de l'islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar, et dans laquelle j'étais dans le comité scientifique avec d'autres chercheurs. Et il y a eu à ce moment-là une discussion qui a concerné, il y a plusieurs commissaires qui ont eu cette interrogation, de dire que plusieurs membres du comité scientifique qui sont adressés au commissaire en disant mais on sent que dans ce sujet, la question des traites négrières arabo-musulmanes est quelque chose de l'esclavage arabo-musulman est quelque chose qui disparaît et qui n'est pas traité. Entendons-nous bien, les personnes qui se sont inquiétées de cette question-là ne voulaient pas que ce soit une exposition qui se pose en disant voilà, islam, esclavage, et on ne parle que de ça. Mais pour les historiens qui étaient présents, eux-mêmes disaient mais ça fait quand même partie ça fait partie d'une partie de l'histoire de l'islam en Afrique subsaharienne, et cette question de l'esclavage. Elle doit être considérée. Je veux dire, c'est comme si on parlait des voyages maritimes, en Afrique par les Européens au XVIIe, XVIIIe siècle, sans parler de la traite. Ce serait quelque chose qui n'aurait pas de logique. Alors, ça, ce sont quelques exemples de sujets. Alors, il y a d'autres problématiques qui commencent à intervenir depuis quelques années déjà et qu'on observe dans le champ muséal.
et plus spécialement pour tout ce qui concerne les institutions qui touchent aux arts et aux cultures africaines, c'est une remise en cause parfois de la connaissance, voire même de la légitimité de l'occupation d'un poste au regard des origines. Et ça, c'est plus particulier. Et là, je vais prendre aussi un exemple assez précis. Par exemple, en 2018, il y a eu une exposition qui s'est faite au Virginia Museum of Fine Arts aux États-Unis, une exposition qui s'appelait Congo Masks, où étaient présents différents chercheurs, conservateurs, professeurs d'université qui ont travaillé dans le catalogue. Et parmi les critiques qui ont été faites de cette exposition, il y a eu différents écrits, des écrits critiques, des écrits laudatifs, ça dépend, mais il y en a eu une qui était particulièrement surprenante. Je traduis ici le texte. Parlant du catalogue, c'est dès que vous ouvrez le catalogue, vous voyez les 11 contributeurs, 9 hommes blancs et 2 femmes blanches. Ils sont experts sur l'Afrique, ils sont experts en art africain, mais ils ne sont pas africains. Ce qui semble, bon, là, ça semblait poser problème. Et là, je cite encore ce même texte en disant que ça pose un problème dans notre monde post-Wakanda. C'est la citation, post-Wakanda, faisant référence au film Black Panther. Bon. On n'est pas ici dans un texte qui a été mis par un blogueur ou sur un blog ou autre. N'importe qui peut permettre d'avoir un avis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce propos, où on classe les chercheurs par leur couleur de peau et leur genre, c'est fait par une enseignante d'une université américaine qui est la Virginia Commonwealth University. Alors, on peut penser que c'est des questions qui sont ici très américaines, mais cette volonté de mettre en valeur, j'allais dire, de l'inné au détriment de l'acquis, c'est quelque chose qui se fait de plus présent aussi en Europe. Et là, je vais prendre quelque chose qui nous sort un peu du domaine muséal. Un exemple comme qui est très récent, par exemple aux Pays-Bas. Je pense que beaucoup de gens ont en mémoire ce qui s'est passé avec la traductrice Marieke Reinveld qui devait être choisie pour traduire les poésies d'Amanda Gorman récemment et qui n'a pas et tous les débats qu'il y a eu autour parce que Madame Reinveld n'était pas quelque part n'était pas noire américaine. Donc on voit que même au niveau européen, ce genre de questionnement arrive. Alors, pour un dernier point, j'allais dire, sur les différents sujets qui pourraient être abordés, enfin, pour revenir même au cas précédent, c'est-à-dire que de plus en plus, même on entend des sons de cloche dans différents musées sur le fait que quand il y a une exposition qui se fait, par exemple, qui traite de l'Afrique, d'avoir un commissaire ou un co-commissaire qui soit d'origine africaine. Soit dit en passant, moi, j'ai jamais entendu ce genre. J'ai jamais entendu. On a 5 minutes pour avancer vers la destination. C'est possible à partir d'ici, histoire que je vois pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y avait quelqu'un qui parlait, ton son est coupé. Ah, d'accord. Le son est coupé, c'est bon, tu peux reprendre. Ok, c'est bon. Bon, ce que je disais, c'est que c'est des choses qui sont assez particulières. Je dois avouer que quand il y a des expositions sur Modigliani, j'ai rarement vu des cas de figure où on demande à tout prix qu'il y ait un Italien comme co-commissaire. Mais j'ai un dernier point qui concerne les sujets muséaux, ça concerne les restitutions d'objets. Bon, c'est la partie la plus visible de ce questionnement. À ce sujet, je l'ai beaucoup évoqué dans la note écrite, notamment pour Thomas More, et je renvoie plus volontiers. Il y a juste des choses un peu plus peut-être que je n'avais pas évoquées dans le Thomas More, mais qui méritent un peu une précision. C'est parce que c'est un événement assez récent et qui a pris un tout petit peu d'ampleur et qui mérite d'être signalé au niveau de cette question-là, c'est ce qu'on pourrait appeler par exemple les actions de vol militant. Alors c'est des choses qui sont limitées à très peu de personnes, mais qui se sont déroulées par exemple avec un activiste qui s'appelle Monsieur Diabanza et différents représentants de la Ligue de défense noire africaine. Alors ce sont des actions de saisie d'objets dans les musées, où des objets sont enlevés de leur stock dans les musées et les personnes les amènent en extérieur, ou alors des menaces de vol qui sont formulées dans les musées ethnographiques européens. Alors, il y a eu des cas à Paris, notamment au Quai Branly et au Louvre, à Marseille. Il y en a eu aussi à Bergendal et il y en a eu aussi à Tervuren. Enfin, à Tervuren, ça a été une menace. Il y a eu une vidéo qui avait été tournée par la Ligue de défense noire africaine. On appelait sur les réseaux sociaux en direct en disant on est sur place, on a des marteaux, on est prêt à casser pour récupérer les objets volés durant la période coloniale à l'Afrique.
Donc, ce sont des activités qui se sont un peu développées, on va dire, ça on peut le reconnaître, avec des fois des choses un peu particulières. C'est par exemple quand il y a eu ces actions d'activistes qui sont faites au Louvre pour récupérer des pièces africaines volées, les personnes sont reparties avec un poteau indonésien des îles de Flores. Donc ça, c'est quelque chose d'assez curieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des cas de figure où où on pousse un peu à ce genre d'activisme. C'est-à-dire que je me souviens d'une interview qui avait été donnée dans le journal Le Monde en octobre 2020 à M. Felwinsar. M. Felwinsar étant l'un des deux experts qui a été nommé par le président Macron avec Benito Savoie pour traiter la question des restitutions. Et dans cette interview qui avait été donnée, M. Felwinsar se réjouissait de ce genre d'action militante parce que, comme il le disait, ça permet de mettre une pression sur les musées européens en les faisant entrer dans une ère d'intranquillité, ce qui est un raisonnement assez particulier. Qu'est-ce qui serait possible sinon de dire d'autre de manière assez particulière sur ce sujet? Là, il me reste plus beaucoup de temps. Je suis en tout cas très surpris puisqu'on parle de la question de différents milieux, des musées à l'université, je dois remarquer que dans ces questions qui touchent au décolonialisme, à toutes ces questions-là, on soulevait, là je parle presque du côté français, on soulevait beaucoup plus d'interrogations et au niveau des politiques, les politiques se sont beaucoup plus saisis de ces choses-là du côté de l'université. On n'a qu'à voir récemment ce qui s'est passé autour de l'UNEF avec les accusations qui ont été portées, le nombre de politiques qui ont commencé à s'attaquer à l'UNEF, qui ont tapé sur l'UNEF. Il y a eu beaucoup de prises de position en ce qui concerne des questions, ce genre de débat idéologique pour l'université. En revanche, pour les musées, ce débat, les politiques s'en sont finalement très très peu emparés. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant, c'est-à-dire que le débat, c'est un débat, on va dire, presque idéologique, n'a eu que peu d'écho dans le domaine muséal quand on le compare à ce qui s'est passé, par exemple, pour l'université. Voilà. Merci, merci Julien. On reviendra tout à l'heure avec des questions certainement. Alors, l'heure de notre petite surprise est arrivée, mais alors, effectivement, certains d'entre vous l'ont entendu et écouté et reconnu. La surprise que je vous avais promise tout à l'heure, une surprise qui est à Paris actuellement, mais qui nous vient du Québec, c'est notre cher ami Mathieu Boccoté qui, normalement, nous a rejoint. Mathieu, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Nous t'entendons, nous espérons te voir. Je suis là. Théoriquement, Ah, ben voilà. Voilà. Ah, ben je suis là. Bonjour. Donc j'ai quelques minutes pour vous présenter, mais j'attends d'abord la question, bien sûr, dans l'ordre. Je te prends juste une minute. Je rappelle, donc, cher Mathieu, que tu es. Enfin, on va se vous voyer hein, pour la circonstance, que vous êtes sociologue, chroniqueur au Journal de Montréal et au Figaro, que vous nous faites l'honneur de faire partie du conseil d'orientation de l'Institut Thomas More. Et je vous ai demandé de venir nous faire un salut amical ce soir, car vous venez de publier, la semaine dernière, il n'y a vraiment pas longtemps, un petit livre, un petit grand livre, comme j'aime les appeler, sur les sujets qui nous occupent ce soir, qui s'appelle tout simplement La révolution racialiste aux presses de la cité. Alors, donc, nous voulons parler avec Xavier Laurent Salvador de ce qui se passe à l'université, avec Julien Volpert de ce qui se passe dans les musées. Nous parlerons tout à l'heure avec Eugénie Bastier de ce qui se passe dans les médias et dans le paysage intellectuel. À vous, je vais vous poser une question impossible pour les quelques minutes que nous passons avec vous, mais qui a directement trait au titre de votre livre. Pourquoi parlez-vous de révolution? On voit bien de quoi on parle, mais pourquoi parlez-vous de révolution et comment est-il possible d'y faire face, cher Mathieu? Alors, j'essaierai d'être bref vu les circonstances. Pourquoi est-ce que je parle de révolution? Parce que nous sommes devant une idéologie qui fondamentalement remet en question la légitimité même de nos sociétés, la légitimité de l'existence de nos sociétés, qui fait une forme de procès ontologique en quelque sorte. Depuis 1492, la civilisation européenne devenant occidentale se serait dévoyée dans une forme de racisme qui serait son principe structurel, son principe fondamental. Et aujourd'hui, pour se libérer d'elle-même, pour se libérer d'une identité historiquement toxique, elle devrait s'abolir en quelque sorte en faisant le procès de tous les principes, le procès de toutes les institutions, le procès de tous les codes culturels qui l'avaient caractérisé. Il s'agit de voir dans chacune de nos sociétés une forme de racisme systémique qui partout s'imposerait, partout serait la norme, partout serait
qui structurerait en fait les rapports sociaux, de voir partout dans l'ensemble de nos sociétés, derrière les règles de l'universalisme, derrière les règles de la société libérale, de voir la suprématie blanche, ce concept qui historiquement était lié aux mouvements les plus toxiques de l'extrême droite américaine, est aujourd'hui utilisé pour décrire l'ensemble, le fondement des sociétés occidentales. Nous sommes devant un discours donc qui a la prétention de renverser nos sociétés, de les abolir, un discours aussi totalitaire qui prétend justement qu'il fonctionne à la rééducation permanente. Nous sommes devant le propre d'une révolution d'ailleurs et d'exiger qu'on s'y convertisse. Donc un discours à logique totalitaire qui oblige chacun à vouloir se convertir pour adhérer au régime, à s'accuser, il y a des procès publics, on le voit de plus en plus, à s'accuser de complicité avec le racisme systémique, la suprématie blanche, s'accuser de préjugés, et ainsi de suite, de ses biais raciaux, de ne pas être suffisamment éclairé. On est devant, et c'est une idéologie qui s'est déconfinée depuis longtemps des campus américains, qui s'est industrialisée en quelque sorte dans ce que j'appelle le capitalisme woke. Il faut s'intéresser aux ateliers, par exemple, de déblanchissement, les ateliers sur le racisme systémique, le diversity training américain, avec une figure comme Madame Robin DiAngelo qui fait fortune dans la culpabilisation des Occidentaux. On a cette espèce d'idée comme quoi c'est en s'accusant de tous les péchés, de tous les maux, en s'accusant de participation au racisme systémique qu'on pourra laver son âme, du moins de l'espérer, et rejoindre la société diversitaire qui nous attend. Nous sommes devant une révolution qui ne tolère plus la liberté d'expression et qui assimile toute contradiction de ce discours à des propos haineux. Qu'est-ce que le propos haineux aujourd'hui? C'est ne pas accepter le discours que certains courants racialistes, indigénistes, décoloniaux prétendent tenir sur la société, d'autres mouvements aussi sur d'autres questions. Donc, qu'est-ce qu'un discours haineux? C'est le refus, en quelque sorte, de se reconnaître dans les revendications issues du régime diversitaire. Nous sommes devant, et par ailleurs, qui cherche à politiser de manière, sur le mode de la conscience raciale hyper revendiquée. Je m'explique. C'est très orwellien. Auparavant, l'antiracisme, le refus du racisme, ça consistait à refuser justement de définir les gens en fonction de leur race. On refusait cette logique. Qu'est-ce qu'on voit? Une forme d'inversion aujourd'hui. Qui refuse de tenir compte de la couleur de la peau est accusé de daltonisme racial et de reconduire sous un visage nouveau la suprématie blanche et qui exacerbe la conscience raciale pour en faire le fondement de la géopolitique et de la représentation sociale serait le véritable antiraciste. On est dans un univers assez orwellien. On est dans un univers qui exige une conversion complète des sociétés, je l'ai dit sur le mode de la condamnation ontologique, qui trouve son noyau idéologique dans l'université. Ça, il faut prendre au sérieux l'université. Et à travers tout cela, donc, c'est une force dans un moment d'accélération. Je dis que nous sommes en ce moment dans le 1793 du régime diversitaire. Il y a une vague, une accélération. L'histoire s'accélère. Devant tout cela, me semble-t-il, nous sommes en droit, nous sommes en devoir de parler d'une révolution racialiste. J'aurai l'occasion de le développer amplement et largement, mais puisqu'on me demandait de synthétiser ma thèse en l'espace de 4 longs paragraphes, voilà à quoi ça peut ressembler. Merci, cher Mathieu. Dans un autre genre d'idée, je suis quand même très heureux de voir que, bien que terriblement genré, tu arrives à faire deux choses à la fois, c'est-à-dire te déplacer dans Paris et à nous parler de ton livre. Je voudrais peut-être un rapide dialogue entre Xavier Laurent Salvador et toi. Est-ce que vous avez une idée, Xavier Laurent, de ce qui se passe, ou est-ce que vous avez une bonne vision de ce qui se passe dans l'université américaine et quel distinguo vous feriez, alors évidemment peut-être rapide et un peu superficiel, entre ce qui s'y passe et ce qui se passe de ce côté de l'Atlantique? Est-ce que pour vous, c'est aujourd'hui la même chose ou est-ce que vous voyez tout de même des différences, des résistances, notamment de ce côté de l'Atlantique? Alors, j'ai une vision très parcellaire de ce qui se passe aux États-Unis. Je remercie Mathieu Bock-Côté pour sa présentation que j'ai trouvée dynamique et enthousiasmante. Je pense malgré tout que les problèmes sont très différents pour des raisons qui sont essentiellement liées d'abord à un petit rappel qui est quand même que l'ensemble de ces notions qu'on fait généralement dériver des French Theory ou de l'Italian Theory, en fait, sont parties aux États-Unis, ont été digérées par une société une société, disons, qui ne connaît pas le droit continental, qui pratique la common law, qui a une autre vision, disons, du destin et un autre rapport, disons, au fondement de sa propre civilisation. C'est une forme de French Theory digérée par le protestantisme, si vous voulez, d'une certaine façon. Et ce qui se passe en France aujourd'hui est profondément différent. D'abord parce que c'est une forme de réintellectualisation, de réinvestissement d'un champ des sciences par les studies, qui, à mon avis, va être générateur de nouveaux concepts qui vont être de nouveau révolutionnaires de l'autre côté, et on verra bientôt arriver cela. Et une des raisons, à mon avis, c'est que
l'université aujourd'hui française subit une pression qui est liée à la diversification de son paysage étudiant, à la massification aussi que cela représente dans le développement de la recherche. Et donc, c'est au contraire producteur, à mon avis, en France, d'une forme de théorie militante surengagée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble quand même que dans les universités américaines, qui ne sont pas les plus sélectives, je rappelle, c'est la grande différence, elle est peut-être là, c'est que dans les universités américaines, ce qu'on observe, sont peut-être les universités les moins chères, en quelque sorte. Et puis les élites se protègent finalement de tout ça. Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer ça. En France, on observe un basculement très différent. Je dirais que le poisson pourrit par la tête. C'est à l'ENS, c'est à Sciences Po, ce sont les grandes écoles qu'on observe vraiment la construction théorique de ces objets. Et donc, la recomposition du paysage à travers les studies aujourd'hui, à mon avis, va être génératrice de profondes révolutions pour l'université américaine aussi. Elle ne tiendra pas le coup. Alors, je vois qu'Eugénie est là, donc ça sera son tour. Je me permets un dernier mot, si vous me permettez. Vous m'entendez bien, oui? Oui, oui. Oui, alors un dernier mot avant de céder la parole à Eugénie qui vient de nous rejoindre. Je nuancerai en disant que dans l'université américaine, à mon avis, les universités d'élite sont aussi frappées par ça. Harvard est frappé par ce discours, Columbia, UCLA, les plus grandes universités se convertissent à ça. Plus que ça, je crois, plus que ça, c'est assez avancé. En fait, le langage de l'intersectionnalité, du wokisme, de l'antiracisme révolutionnaire, s'est substitué aux humanités aujourd'hui comme langage commun des universitaires américains. C'est-à-dire que ce qui était autrefois occupé par justement le rapport aux textes anciens, aux textes latins, aux textes grecs, ainsi de suite, eh bien, la nouvelle culture commune de l'université américaine, le nouveau langage commun, c'est le langage de ce que j'appelle la sociologie diversitaire, c'est le langage du wokisme, pour le dire de manière un peu polémique, et de ce point de vue, je crois que c'est beaucoup plus avancé qu'on le dit dans l'université américaine. En fait, c'est même très avancé. Vous allez quelquefois trouver une forme de dissidence en quelques campus parallèles, mais tout ça a dépassé depuis longtemps, mais longtemps, le phénomène Evergreen. Je n'en dis pas davantage. Notre amie Eugénie est là et c'est pour elle que nous sommes rassemblés. Merci, cher Mathieu. En tout cas, merci de la petite surprise et de la poignée de minutes qu'on a passé ensemble. Merci d'avoir pu être avec nous pour ce temps. Bon séjour parisien. À très bientôt. Merci. Et encore bravo pour votre livre, dont je rappelle le titre, La Révolution racialiste, qui vient de paraître. Au grand plaisir. Merci, Mathieu. Mais en effet, nous pouvons maintenant vous remercier, cher Eugénie Bastier, de nous rejoindre. Et pardon d'arriver si tard. La dernière partie de notre conversation. Vous êtes, alors beaucoup vous connaissent, journaliste au Figaro et une observatrice avisée et engagée du débat intellectuel contemporain. Je rappelle vos deux précédents livres, Adieu Mademoiselle en 2016 et le Port émissaire sur le mouvement MeToo en 2018, tous deux parus au CERF. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir à l'occasion de la parution de votre troisième livre, La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française, récemment paru chez Robert Laffont. Voilà, je le montre bien, j'espère que tout le monde, voilà, je l'approche encore, le voici. Alors, son angle est plus large que les seules questions du décolonialisme et de la cancel culture, mais naturellement, vous consacrez à ces aspects pas mal de pages, nourries de nombreuses lectures et de nombreux entretiens avec des figures intellectuelles de premier plan. Alors, après avoir évoqué le champ universitaire avec Xavier Laurent Salvador et le champ muséal avec Julien Wolpert, je vous propose d'explorer ensemble le champ médiatique et plus globalement le champ intellectuel. Donc, deux questions, Eugénie, si vous le voulez bien. Observez-vous des manifestations claires et nettes, si je puis dire, de ce que nous avons baptisé par convention, on en a parlé tout à l'heure, le décolonialisme et la cancel culture dans l'espace médiatique français que vous connaissez bien? Et surtout, et de manière plus vaste, comment diriez-vous qu'elles investissent aujourd'hui le débat intellectuel français dont vous venez dans votre livre de dresser le panorama extrêmement précis? Bonjour, merci beaucoup. Alors, je distinguerai justement la question du champ médiatique et la question du champ intellectuel, parce que précisément, vous l'avez dit, ces théories progressent principalement à l'université, et c'est à mon avis là où elles sont le plus hégémoniques. Dans les médias, c'est un peu différent. Alors, il faut distinguer évidemment les médias traditionnels, j'allais dire, des réseaux sociaux, et je pense que c'est important comme distinction à faire. Je pense que dans les médias français traditionnels, il y a plutôt une résistance à ces théories. Je pense en tout cas dans la presse écrite, par exemple, principalement,
il y a une résistance à cette théorie, même si Le Monde, de temps en temps, effectivement, joue un peu au New York Times. Notamment, on l'a vu dans la polémique récente avec Frédéric Vidal et l'islamo-gauchisme. Le Monde a été le fer de lance des universitaires anti-Frédéric Vidal. Mais globalement, je pense quand même qu'il y a plutôt une résistance. Alors là, il faut distinguer, je pense, avec l'écosystème médiatique dans lequel nous trouvons, où finalement les médias traditionnels sont un peu dépassés par les réseaux sociaux, et qui sont des médias à part entière d'ailleurs, où chacun exprime son opinion. Et je crois que les réseaux sociaux sont aujourd'hui les vecteurs de cette woke culture et de cette cancel culture. La cancel culture, elle se pratique d'abord sur les réseaux sociaux parce que effectivement des minorités actives vont se saisir d'un sujet, d'une personnalité et vont le livrer à la vindicte. Et comme ça, elle permet une agrégation beaucoup plus simple sur une cause précise de minorités numériques et de meutes numériques qui permettent d'aller à l'assaut, on va dire, de dénoncer. Elles permettent aussi, enfin, elles progressent aussi on l'a vu récemment dans la polémique Evian, avec Evian qui a qui a fait ses excuses après un tweet jugé offensant jugé islamophobe parce qu'ils avaient appelé à boire de l'eau le premier jour du Ramadan et se sont excusés sur les réseaux sociaux, ce qui montre effectivement cette pression qui peut s'exercer. Et effectivement, je pense que ce qui caractérise la woke culture, c'est comment dire, en tout cas d'un point de vue médiatique, c'est cette espèce d'indignation intransitive qui consiste à s'indigner sur des sujets variés et d'appeler à l'annulation, à la cancellation, à annuler quelque chose. Et beaucoup cette culture finalement du témoignage personnel plutôt que de l'analyse. C'est vraiment ce qui est caractéristique des réseaux sociaux, c'est moi-je. Bon, il y a le mouvement MeToo, évidemment, MeToo, donc c'est moi aussi. Et puis, toute la dénonciation du racisme, à partir du témoignage individuel, et qui, en fait, est le contraire du débat d'idées occidentales tel qu'il a qui s'est développé pendant longtemps, qui consiste finalement à argumenter de façon rationnelle et distanciée sur des sujets. Les réseaux sociaux bousculent complètement cette vision du monde. Et donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, cet écosystème médiatique-là est très favorable au déploiement de ce qu'on appelle woke culture et cancel culture. Et que, paradoxalement, je trouve quand même qu'il y a une résistance dans les médias français, que ce soit dans les principaux hebdomadaires ou dans les médias dits classiques, il y a quand même une résistance à ce wokisme. Concernant le débat intellectuel, en France, comment dire, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se joue en France en ce moment, et qui est d'ailleurs regardé de près par certains intellectuels américains libéraux qui se dressent aux États-Unis contre le wokisme et la cancel culture. Ils regardent la France et ils trouvent ça intéressant parce qu'il y a quand même une résistance qui vient du fait qu'une partie de la gauche s'est mise à dénoncer ce phénomène. Résistance qui vient peut-être d'un héritage français, peut-être d'ailleurs parce qu'on a produit nous-mêmes ces théories très, très tôt, dans les années 60-70, les principaux finalement, les auteurs décoloniaux, que ce soit Fanon ou Sartre, ou la pensée qu'on appelait la French Theory, a produit cette pensée aux États-Unis en l'hybridant avec le puritanisme américain. Et du coup, peut-être que comme on a sécrété finalement le variant plus tôt, on a été immunisé et que peut-être on a une résistance, du coup, on a plus appris peut-être à contrer, à argumenter contre ces théories. Et je pense que… Jenny, je vous arrête sur ce point-là de la gauche, excusez-moi. Parce que effectivement, c'est des pages très intéressantes de votre livre. Vous décrivez très bien cette gauche éparpillée façon puzzle, cette gauche extrêmement éclatée. Est-ce que vous pensez que aussi bien, alors j'allais vous parler aussi du champ politique, mais je retire. Dans le champ intellectuel, vous pensez qu'aujourd'hui, la gauche française ou les gauches françaises ont développé suffisamment d'anticorps pour résister à l'offensive woke? En tout cas, quand vous regardez Libé, quand vous regardez l'Obs, quand vous regardez certains intellectuels. Libé, combien de lecteurs? Ouais. L'Obs, combien de lecteurs? Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus gonfler. Je ne dis pas que la bataille médiatique. Je pense que
si vous voulez, ce que j'essaie de dire dans mon livre, c'est que je pense que la bataille médiatique aujourd'hui, comment dire, et la droite est en train de gagner la bataille médiatique, mais la gauche, et la gauche notamment woke, progresse à l'université. Effectivement, il y a une dissociation même du champ médiatique et du champ universitaire qui est assez frappante. Parce qu'en réalité, avant les domaines étaient beaucoup plus imbriqués les uns avec les autres. Aujourd'hui, vous avez des universitaires qui se cantonnent au milieu académique et qui sont hyper spécialistes de sujets et qui refusent d'aller dans les médias parce qu'il y a toute, dans la gauche radicale, il y a toute cette idée que finalement, aller dans les médias, c'est se compromettre, c'est déjà faire partie du système. C'est toute l'idée de Bourdieu qu'il ne fallait pas aller à la télévision, il ne faut pas rentrer dans le débat médiatique. C'est l'idée que développe aussi Geoffroy de Laganerie et Édouard Louis, par exemple, en disant il ne faut pas rentrer dans le paradigme du débat, il ne faut pas participer à cette vie intellectuelle qui est corrompue. Donc, on reste dans notre clan restreint, finalement, entre nous, et finalement, qui les rend minoritaires aujourd'hui dans le débat, mais en même temps extrêmement radical. Ils se cloîtrent dans l'université, et pour moi, ils sont en train de faire un véritable cluster, pour reprendre cette métaphore, à l'université, qui est effectivement, ça ne veut pas dire que c'est moins dangereux, parce que je pense que effectivement, l'université, ce sont les profs, les enseignants qui enseigneront à nos enfants demain, donc c'est tous les métiers de la transmission, donc c'est extrêmement important. Mais pour le moment, je pense qu'aujourd'hui, la pensée woke, paradoxalement, elle progresse moins finalement dans le débat intellectuel dans le débat médiatique que à l'université ou paradoxalement par les grandes entreprises, par les multinationales. On l'a vu pendant le mouvement Black Lives Matter, par exemple, a soutenu toutes les grandes multinationales américaines ont soutenu le mouvement Black Lives Matter sans exception. Vous avez de plus en plus de grandes entreprises qui se mettent à pratiquer l'écriture inclusive, qui se mettent à effectivement mettre en avant ces thématiques du privilège blanc, du racialisme dans leur communication d'entreprise. C'est assez intéressant d'ailleurs. Il faudrait s'interroger sur pourquoi ces grandes entreprises utilisent ce langage woke. Voilà, moi je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est une manière de montrer pour pas cher qu'on est progressiste. C'est plus facile pour une grande entreprise de dire qu'elle soutient Black Lives Matter que de faire fabriquer par exemple ces t-shirts ou ces composants électroniques sur le sol américain plutôt qu'en Chine ou en Asie. Enfin, c'est beaucoup plus facile. C'est ce que les Américains appellent le virtuous signaling, le signalement vertueux. L'adhésion au wokisme pour ces grandes multinationales, c'est une manière de montrer qu'on est progressiste pour pas cher. Et donc d'afficher comme ça le fait d'être du bon côté de l'histoire. Et je crois qu'on regarde beaucoup l'université et beaucoup les médias, on ne regarde pas assez la manière dont cette pensée woke progresse grâce aux grandes entreprises. Et quelqu'un c'est Christopher Caldwell, l'essayiste américain, qui l'avait bien souligné dans son dernier livre, en parlant du mouvement, en fait, de la loi sur les Civil Rights Act aux États-Unis, qui oblige finalement depuis les années 70 à chaque entreprise américaine d'avoir un bureau chargé des questions de non-discrimination, ce qui fait qu'effectivement, toute entreprise américaine qui ne met pas au cœur de ces problématiques la question du genre et de la race est susceptible ensuite d'être poursuivie si un employé se sent discriminé, etc. Ce qui fait que ces questions sont très très présentes dans les entreprises américaines et que comme par définition, ces entreprises sont des multinationales implantées partout dans le monde, y compris en France, elles apportent aussi cet agenda-là, et je crois qu'il ne faudrait pas sous-estimer cet aspect du débat. Paradoxalement, c'est peut-être là que ça avance le plus fortement. Et voilà, et je pense que pour revenir sur le débat français, je pense que aujourd'hui, voilà, on a par exemple le New York Times qui effectivement essaie de promouvoir en France ces figures de la radicalité woke. On l'a vu avec la une récente du New York Times sur l'UNEF, en disant que l'UNEF était l'avant-garde de la France. On voit qu'il y a voilà, cette espèce d'influence du modèle américain, cette rivalité des modèles entre modèles français et américains qui est aujourd'hui plus prégnante que jamais, et c'est un combat qui existe depuis longtemps. Et je crois, voilà, c'est ça qui se joue aujourd'hui. Pardon. D'accord. Et donc, aujourd'hui, il vous semble que justement les intellectuels que vous avez cités, alors que oui, ça vaut peut-être le coup que est-ce que vous pouvez faire une rapide galerie de portraits des quelques intellectuels
woke. Alors, vous avez cité la Gatellerie, il y en a deux, trois autres comme ça. Est-ce que vous pouvez quand même, parce que effectivement, ce sont des figures assez, pour qui ne suit pas comme c'est votre métier, si je puis dire, de près, ces débats intellectuels, sont des figures assez inattendues et peut-être parfois comment dirais-je, extraterrestres pour certains des gens qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez nous citer, nous présenter rapidement deux ou trois de ces jeunes intellectuels plus ou moins jeunes, qui essaient en fait d'importer et de faire prendre la plante, si je puis dire, décoloniale dans l'humus du paysage intellectuel français? Enfin, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la question oui, du décolonialisme, du racisme systémique, qui est très importé par effectivement des gens, quelqu'un comme Rokhaya Diallo, mais je ne sais pas si on peut la considérer véritablement comme une intellectuelle, parce qu'elle n'a pas vraiment produit d'œuvres intellectuelles. C'est plus une journaliste et une médiatrice justement des intellectuels américains qui promeuvent ces théories, mais elle, effectivement, reprend ce vocabulaire du privilègement, du racisme systémique, etc. Et d'ailleurs, elle a une chronique régulière dans le Washington Post que lui a donné le Washington Post, donc il montre bien. D'ailleurs, elle est plus reconnue finalement aux États-Unis qu'en France. Elle donne des conférences dans les universités américaines. Son travail est enseigné dans les universités américaines, alors qu'en France, elle a du mal à se faire reconnaître parce qu'effectivement, il y a une partie même de la gauche qui la rejette. Et c'est intéressant de voir, elle a vraiment un double traitement. Aux États-Unis, elle est acclamée. En France, bon, elle est controversée. Et donc ça, c'est intéressant. Après, effectivement, je cite le trio de choc que constitue Édouard Louis, donc l'écrivain, romancier, Geoffroy de la Gannerie, sociologue, et Didier Raymond, lui-même sociologue, qui tous les trois, finalement, sont des enfants de Bourdieu et de Foucault, qu'ils citent à tire-larigot chacun des trois, et qui, eux, sont plus sur la question du genre, même si, effectivement, Geoffroy de la Gannerie s'est beaucoup impliqué dans l'affaire Adama Traoré auprès d'Assa Traoré pour dénoncer le racisme systémique. Il a par exemple dit que le racisme était beaucoup plus fort en France qu'aux États-Unis. Ce qui me paraît quand même assez absurde. Voilà, ce sont des personnalités qui sont situées à la gauche radicale et qui ont pour particularité d'ailleurs d'embrasser ces thèses à l'américaine. Et pour moi, ils combinent à la fois ce wokisme américain et une tradition bien française de sectarisme qu'on pourrait faire remonter au sectarisme marxiste tel qu'il était pratiqué par exemple par Sartre et Simone de Beauvoir, qui ont toujours considéré que la droite n'existait pas dans le débat intellectuel, que intellectuel de droite c'était un oxymore, et qui ont toujours rejeté de façon très virulente leurs adversaires. Et cette vieille tradition perdure chez Geoffroy de la Gannerie et Édouard Louis, qui se sont distingués notamment en 2014 en refusant de se rendre au rendez-vous de l'histoire de Blois parce que Marcel Gauchet en était invité et qu'il considérait que Marcel Gauchet était d'extrême droite et qu'il ne fallait pas le fréquenter. Et donc, qui ont théorisé, en fait, de façon principielle cette espèce de refus du débat. C'est-à-dire que l'idée que quand on est d'extrême gauche, il faut refuser le paradigme du débat pluraliste, car être pluraliste, c'est être de droite. C'est donc, il faut refuser de parler de certains thèmes en essayant d'installer ses propres thèmes dans le débat. On voit bien qu'ils y arrivent peu. Et donc voilà, pour moi, c'est un trio assez représentatif. Mais effectivement, après, voilà, il y a d'autres penseurs dont j'imagine que vous avez déjà parlé, Aboula Soro, d'autres gens comme ça qui sont plus spécifiques dans l'université. Mais je dirais quand même que la France ne se caractérise pas par une pléthore non plus de penseurs décoloniaux. Finalement, elle a peut-être été plus à l'origine du décolonialisme avec Frantz Fanon, par exemple, qui est quand même l'inventeur de la racialisation, enfin de tout ce qu'on voit aujourd'hui, la question de la race, etc. Même si c'est radicalisé et que ses héritiers sont beaucoup plus stupides sans doute qu'ils ne l'étaient. Mais c'est quand même lui qui l'a inventé. Il est français, il est né à Fort-de-France. Il a écrit en langue française. Le Sartre, dans la préface des Années de la Terre, il y a exactement toute la pensée décoloniale d'aujourd'hui, quand il dit, ou dans un autre de ses textes, quand il dit en fait, il faut appliquer une forme de racisme pour aboutir à l'antiracisme. Cette idée qui est aujourd'hui
est au cœur du décolonialisme, le retour de l'idée de la race. Il me semble que ces penseurs-là sont français, plutôt dans la génération années 60-70. Et paradoxalement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de grands penseurs, je trouve, français du décolonialisme. Non, mais enfin, Oui, pardon. Non, pardon, allez-y. Non, c'est plus des penseurs, souvent d'ailleurs, soit d'Amérique du Sud, soit américains, afro-américains, mais en France, parmi les indigènes de la République, il y avait Oria Boutejlam, on ne peut pas dire non plus que ce soit une intellectuelle majeure française. Enfin, j'ai beaucoup l'impression quand même que c'est effectivement, aujourd'hui, les penseurs sont plutôt américains. Xavier Laurent-Salvador, vous voulez dire quelque chose? Oui, simplement peut-être intervenir, parce qu'effectivement, le décolonialisme, tout a été dit, et Jamie l'a très bien dit, mais aujourd'hui, il faut faire très attention, c'est-à-dire que c'est sans doute pas un phénomène pensé, mais c'est un phénomène de recherche. Et aujourd'hui, je prends quelques exemples de séminaires de recherche, on a pléthore, on en a 300 exemples par jour aujourd'hui qui nous arrivent, de décoloniser le droit, décoloniser la recherche, à décoloniser mes élèves, même moi, ma vie, mon œuvre. Aujourd'hui, j'ai eu l'annonce pour un colloque sur queeritude décoloniale, quels objets, quelles possibilités. C'est à Paris 13, c'est pas pensé, c'est pas par des chercheurs, c'est dans un laboratoire lambda. Et le gros problème, c'est qu'en fait, c'est en train, par capillarité, d'être une constellation absolument épouvantable qui va jusqu'à infiltrer dans les INSPE. On a des séminaires sur la queeritude et sur la laïcité radicale dans des INSPE, c'est dans les lieux de formation des enseignants. Bon, je reprends l'exemple de Yaya qu'on invite sur la laïcité radicale. Donc oui, je suis d'accord qu'il n'y a pas de penseurs décoloniaux, et le décolonialisme, c'est bien un terme qu'on emploie nous pour l'Observatoire pour juger une forme de recherche, mais il faut faire très attention, c'est-à-dire que la recomposition du paysage universitaire par le biais des studies, qui sont en fait une espèce de vecteur transversal où des linguistes en fait explosent en plein vol, ou des littéraires explosent en plein vol un jour et disent « Ah non, mais moi, je ne suis plus historien, je fais des studies ». Et hop, on voit bifurquer l'enseignement, la licence, puis le master, puis la recherche, puis les thèses, puis les séminaires. Aujourd'hui, on a une remontée par capillarité de ça. Donc, le phénomène est loin d'être mineur. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on a avancé sur ce sujet-là. Effectivement, depuis Fanon, Fanon est génial, il faut le lire, c'est évidemment très intelligent. Oui, mais les germes sont là quand même. Les germes, non, mais enfin, on est même au-delà. On a des pousses, on a des petites brindilles, on a des petits fruits. Le problème, effectivement, c'est que c'est un grand impensé et que ce sont les observateurs comme nous qui portons un regard sur cette pensée décoloniale, parce que moi, j'ai l'impression que de leur côté, c'est un grand impensé. Et effectivement, c'est un problème, mais ils obéissent totalement au canon de la recherche financée par l'Europe dans des moules décoloniaux préconstruits effectivement aux États-Unis, parce que c'est un mouvement qui est financé. Alors aujourd'hui, il faudrait revenir sur le financement de la recherche et sur la façon dont les États ont abdiqué en fait l'orientation de la politique des recherches au profit d'institutions comme l'Europe, qui fonctionnent par incitation sur financement de projets. Donc ça provoque une recomposition de fait, parce qu'au lieu que ce soit un labo qui touche de l'argent, ce sont des équipes qui se choisissent, qui s'agrègent pour répondre à un appel à projet qui, lui, est tuyauté rhétoriquement pour rentrer dans le moule décolonial. Et c'est comme ça que vous voyez, par contamination, toutes ces petites bactéries s'agiter, s'agréger, répondre à un appel à projet, créer une équipe de philosophie décoloniale, écologie décoloniale, littérature décoloniale, global race et lutte contre l'islamophobie. Ce que l'UNEF lui-même, d'ailleurs, en réponse au truc de la CPU, disait lui-même en disant « le décolonialisme n'existe pas, l'islamo-gauchisme n'existe pas, c'est pour attaquer des recherches militantes et actives ». Enfin, voilà, tout est dit. Et donc, en fait, le problème est à prendre dans ce sens-là. Et là-dessus, on a des pléthores d'exemples. Oui, alors, justement, sur l'université, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, ce qui me frappe aussi, et peut-être on n'a pas parlé, parce qu'on parle de l'université, on a parlé des multinationales, on parle des médias. Pour moi, ça progresse aussi, et ça, c'est un phénomène notable, dans la culture de masse, et notamment chez les stars, en fait, chez les jeunes stars, les jeunes acteurs, les jeunes chanteurs, qui de plus en plus adoptent les codes du woke. On l'a vu effectivement récemment avec, que ce soit Adèle Haenel, qui restituait une espèce de bouillie woke dans une de ses interviews où elle disait qu'elle était, qu'elle était partie du problème, enfin bref. Ou Camélia Jordana qui parlait de privilèges blancs, etc. Donc on voit que ça, et sans parler évidemment de la cérémonie des Césars il y a quelques temps, où effectivement on voyait le summum du radical chic, comme disait Tom Wolfe, s'exhiber, effectivement. Et ça c'est
c'est assez. De toute façon, comme l'avait très bien montré Raymond Aron dans l'Opium des intellectuels, il y a une séduction de la part pour les élites culturelles pour la radicalité politique qui leur donne une forme de prestige, le prestige révolutionnaire. Il y a un effet de mode. Oui, ce que Tom Wolfe avait appelé pour parler justement des démocrates richissimes new-yorkais qui s'alliaient avec les les Black Panthers dans les années 70. Il avait écrit ce fameux article que je vous invite à lire, qui est absolument délicieux, qui s'appelle justement Radical Chic, où il dit finalement, voilà, il a inventé cette formule pour qualifier les séductions de la radicalité révolutionnaire, qui était d'ailleurs exactement la même qu'aujourd'hui, parce que les Black Panthers, c'est ça. C'est Despentes, hein. C'est Virginie Despentes oui, voilà. qui s'exalte pour... Et donc aujourd'hui, on voit en effet, ça c'est vrai que c'est problématique, parce que ce sont des jeunes acteurs, des jeunes chanteurs qui ont un écho très fort dans la jeunesse et qui adoptent ces codes, ces concepts de la pensée décoloniale et qui les diffusent parmi la jeunesse. Et effectivement, là, je pense qu'il y a il y a un vrai problème et aussi, voilà. Est-ce que justement le problème, ce n'est pas la disparition de la figure du clerc? Parce que si on vous suit, on entend que dans l'université, et on l'a vu tout à l'heure avec Julien Wolper, au musée, ces pensées au pluriel se déploient et sont de plus en plus envahissantes, si ce n'est majoritaires, voire hégémoniques dans certaines universités. Vous dites très justement, effectivement, c'est utile et important de s'en souvenir, qu'au contraire, je dirais, si je peux employer ce mot-là, par le bas, c'est-à-dire les réseaux sociaux et la culture la moins élaborée, je vais le dire comme ça, du cinéma, de la musique, de la jeunesse, etc. Ces choses-là montent aussi. Donc, en fait, on a envie de dire que dans les milieux les plus intellectuels et dans les milieux, je peux dire, les moins intellectuels, mais peu intellectuels, la chose se diffuse. Mmh. Est-ce que ce qui fait défaut, et j'en reviens à votre livre, Génie Bastier, c'est pas le clerc au sens de Julien Bada, bien entendu, l'intellectuel, alors il y a toutes les, d'ailleurs vous le dites très bien là aussi, il y a tous les types d'intellectuels, il y a l'intellectuel engagé, l'intellectuel qui au contraire reste dans sa tour d'ivoire, etc. Mais la figure de l'intellectuel qui mettait de l'ordre, si je puis dire, dans le débat, s'ouvrant au plus grand nombre, est-ce que c'est pas ça qui est en train de disparaître, ou en tout cas qui aujourd'hui ne prend pas suffisamment la parole? Comment est-ce qu'on fait, si je puis dire, pour réagir et à ce qui se passe à l'université et sur Insta? Est-ce qu'il y a des médiateurs, des clercs qui peuvent intervenir pour mettre de l'ordre, si je puis dire? Je crois que oui, le problème, c'est que la figure de l'intellectuel, elle est coincée entre la figure du militant et la figure de l'expert, qui aujourd'hui prennent place dans le débat public, soit effectivement et souvent d'ailleurs parfois du militant déguisé en expert, qui est le cas dans les études décoloniales. Et il manque effectivement cette figure de l'intellectuel à la française qui était capable d'avoir une vision du monde assez générale, assez accessible, et d'avoir un ton engagé, parce que bon, moi, c'est la définition que je prends dans mon livre. Pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui s'engage dans le débat public. Sinon, tout universitaire n'est pas un intellectuel et tout intellectuel n'est pas un universitaire, parce que je ne prends pas le mot intellectuel au sens de celui qui fait profession du savoir, parce que bon, il y a des universitaires spécialistes de la Grèce antique qui restent dans leur discipline et ce sont effectivement des intellectuels dans le sens où ils réfléchissent, mais ce n'est pas des intellectuels dans le sens voilà, l'intellectuel à la française qui va intervenir dans le débat public. Et je crois que oui, aujourd'hui, on manque peut-être de cette figure de l'intellectuel tel que d'un peu d'une ancienne génération qui était capable d'avoir un point de vue, d'abord qui partageait une culture commune des humanités littéraires, philosophiques, et je veux dire, un milieu, un humus culturel commun. Aujourd'hui, c'est vrai que ça n'existe plus, et c'est ça qui est absolument dérangeant. Enfin, par exemple, je prends souvent l'exemple de l'affaire Dreyfus, où effectivement, on avait des intellectuels dreyfusards, anti-dreyfusards, qui s'étripaient, qui étaient extrêmement opposés, qui se battaient même parfois physiquement, mais qui finalement, et c'est très bien raconté dans le livre de Michel Vinocq sur le siècle des intellectuels, finalement, pouvaient se retrouver sur une culture littéraire, notamment commune, par exemple. Ils lisaient les mêmes livres, en réalité. Ils pouvaient d'ailleurs admirer d'un côté comme de l'autre Proust. Aujourd'hui, quelle est la culture commune qui anime d'un côté un penseur
qualifié de réactionnaire dans le débat et un penseur décolonial. Ils n'ont même plus cette espèce d'amour commun pour les humanités. Et je crois qu'effectivement, c'est là que la division est inédite et très profonde. Je voudrais ne pas remonter jusqu'à l'affaire Dreyfus et même faire l'éloge de Bernard-Henri Lévy, puisque vous racontez un truc dans votre livre que moi j'ignorais tout à fait, c'est qu'il a été en plateau avec Bernard Pivot dans la fameuse émission Apostrophe, avec alors quelqu'un dont vous nous rappellerez le nom, qui, si je ne me trompe pas, était un engagé dans la division Charlemagne. Ouais. Et ils se sont parlé. Alors évidemment, ils n'étaient pas d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont les idées qu'ils confrontaient. Leurs épées, si je puis dire, c'était leurs idées et leur vision du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que Bernard-Henri Lévy n'a pas refusé de débattre avec cet homme. Il était en opposition complète. Maurice Bardèche, qui était voilà, c'était Bardèche, oui, donc pardon, oui. fasciste et revendiqué comme tel, qui défendait le bilan du Troisième Reich. Ce qui, il faut le dire, est un peu osé. Et donc, il y a ce débat avec Bernard-Henri Lévy en 1987 à la télévision française. Donc, on voit quand même qu'effectivement, aujourd'hui, on dit que la parole est libérée, que l'extrême droite est partout, mais bon, c'était quand même autre chose dans les années 80. Il y avait un débat extrêmement cordial, extrêmement poli, où effectivement, ils échangeaient leurs arguments, d'ailleurs sur le rôle de l'intellectuel. Et c'est intéressant. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de débat véritablement constructif. Tout de suite, en fait, le problème de la pensée woke, c'est qu'elle ne reste pas dans le domaine de la pensée. Comme elle est identitaire et qu'elle touche à des domaines de l'intime, tout de suite, on est sur un terrain glissant qui est celui de l'intimité. Quand on parle par exemple du genre ou de la race, effectivement, on met dans le débat public, c'est d'ailleurs le propre du progressisme politiquement correct et woke, c'est de faire du privé une question politique. Et à partir du moment où on fait du privé une question politique, le débat devient extrêmement difficile parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il a l'impression que vous le rejetez, lui, et finalement que votre pensée est blessante pour son intimité, pour lui-même. Et donc, c'est là où le débat est très compliqué. Par exemple, quand Sartre dit tout anticommuniste est un chien, il est très, très virulent, mais il ne dit pas tout anticommuniste me blesse et me bouleverse et me met en danger mon être. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve, de débattre aujourd'hui avec ces gens-là, c'est que si vous dites à un point de vue contradictoire sur le racisme systémique ou sur la progression indéfinie des droits des LGBT ou des trans, on va tout de suite vous dire bah non, mais vous êtes on vous recale dans une question de phobie, on psychologise votre opinion, on pathologise votre opinion, et donc c'est extrêmement difficile de débattre sur ces sujets parce qu'on est dans l'émotion. Merci, chère Eugénie. Je vais peut-être demander à nos amis s'ils veulent vous poser quelques questions. Alors, attendez, excusez-moi, je fais des erreurs avec mon écran. Pardon, je vous remets tous les trois. Non, alors comment est-ce qu'on fait ? Préparez, chers amis, s'il vous plaît, vos questions. Je vais remettre nos trois intervenants. Voilà, comme il convient. Et nous allons prendre quelques minutes, si vous le voulez bien. Nous allons déborder notre timing. Je ne peux pas trop tarder, je suis désolée, parce que je dois m'occuper de mon fils. Vous nous accordez 5 minutes encore, Eugénie ? Oui, 5 minutes. Alors, François Martin, puisque je vois que vous avez levé la main, nous vous écoutons pour une question brève, s'il vous plaît, cher François. Oui, avec plaisir. La question est pour monsieur Xavier Laurent Salvador et pour toi aussi, mon cher Jean-Thomas, d'une certaine façon. Ma question, qui est un peu provocatrice, consiste à demander si on fait pas une sorte de contresens dans l'esprit de la conférence. Je vais expliquer pourquoi je vous dis ça. Je vous ai entendu dire au début, ce que je partage complètement, que en fait, les décolonialistes, en fait, c'est une grille de lecture. C'est-à-dire, si vous pensez différemment, c'est que vous avez tort. Si vous êtes blanc, c'est que vous avez tort. Si vous dites bonjour, c'est que vous avez tort. Donc, le propre de cette pensée, c'est qu'elle n'est pas très profondément enracinée, elle est plaquée. Donc, quand vous essayez de contrer une grille de lecture en allant sur les fondements, vous ne pouvez pas la critiquer parce qu'elle vous critique à cause de la virulence de son message politique et pas à cause de la profondeur de son message intellectuel. Donc, vous répondez très facilement en disant « moi, je n'accepte pas votre grille, ma grille inverse ». C'est facile. Et vous êtes dans un combat politique. Donc, la question derrière ça, ça serait de demander est-ce que justement, si on n'est pas capable de faire ça, alors que l'on sait par ailleurs, comme David Galula l'a démontré, etc., que le but politique de ça, c'est
de mettre la main sur les symboles et que celui qui met la main sur les symboles est celui qui met la main sur le pouvoir, est-ce que le problème, ce n'est pas la virulence la virulence de ce virus, mais est-ce que ce n'est pas la faiblesse de l'organisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas mettre l'accent sur la raison pour laquelle nous ne sommes pas capables de nous défendre, alors que, a priori, on peut penser qu'il serait facile de rejeter l'idéologie décoloniale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie pour cette contribution. Écoutez, vous avez sans doute raison, mais la faiblesse de l'organisme dont vous parlez, c'est aussi celle qui touche à la formation de la jeunesse. Et une des raisons pour lesquelles le décolonialisme prend, et quand je dis que c'est une grille de lecture, c'est parce que ce que nous dénonçons à travers ça, c'est l'imposture scientifique. Une grille de lecture, ça s'oppose à une méthode. La science, qu'est-ce que c'est? C'est un concept, une méthode et de la vérificabilité. Le gros problème de la construction alors, ethos, ce que ont parlé Jenny tout à l'heure, cette absence d'éthos de la personne qui s'expose en premier rend le discours difficile. Et par ailleurs, les sciences humaines ont cette faiblesse que l'université ayant changé dans ses buts avec l'approbation populaire depuis 30 ans, on a voté pour la modification de l'université, on a modifié les buts de l'université en la rendant professionnalisante, on a modifié le contexte d'évolution des carrières des étudiants au sein de l'université. Donc la faiblesse de l'organisme que vous décrivez aujourd'hui, on la constate, le médiéviste que je suis en est le premier, si vous voulez, la première victime. L'ancien français disparaît des concours, l'ancien français disparaît de la formation des enseignants. Bon. Et que reste-t-il? Qui doit prendre en charge ce discours de réponse? Les gens en première ligne, les enseignants? Il faut qu'on monte au front. Vous voyez, c'est ce qu'on fait, nous, avec l'Observatoire. Et notre réponse à nous, c'était la caricature, parce que ça nous faisait marrer, on va le dire très clairement. Au début, on riait beaucoup. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que derrière, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et l'argent, c'est un pouvoir qui dépasse le politique et c'est un pouvoir qui construit une épistémologie. Donc, à partir de là, si vous voulez, le discours de bon sens qui consiste à dire écoutez, vous nous faites votre autobiographie, moi, ma vie, mon œuvre, dans votre thèse, c'est pas adapté. Oui, mais le problème, c'est que c'est financé, c'est recruté, c'est statut. Enfin, ça devient un statut. Donc, l'organisme n'est pas si faible que ça. L'organisme a muté. Donc, il faut acte. Et aujourd'hui, nous sommes l'énergie du désespoir. Il faut bien dire ce qui est. On se doute qu'on ne gagnera pas, mais on le fait. Je remarque quand même qu'en France, le pouvoir politique s'est prononcé quand même contre ces théories, ce qui est quand même… ça, j'en aimerais en être sûr. Non, je veux dire, il y a quand même, vous avez quand même la ministre de l'Enseignement supérieur qui a dénoncé l'islamo-gauchisme et Emmanuel Macron, même s'il est très ambigu sur cette question, a à plusieurs reprises dit que l'université était gangrénée par ces théories anglo-saxonnes, etc. Je pense que ça ne veut pas rien dire symboliquement sur d'où penche la balance politiquement quand même. Aujourd'hui, je pense que vous avez raison. Politiquement, moi, je me cantonne au champ universitaire. Je pense que ce que vous avez bien montré… Je distingue le champ universitaire qui, à mon avis, est profondément étanche. Oui, mais le problème, c'est que l'université est un État dans l'État, pour plein de raisons. Les professeurs sont nommés par le président de l'université, on ne dépend de personne d'autre, on s'autocoopte, on se gère, etc. Donc, je veux dire, si l'université fait basculer les champs des savoirs aujourd'hui, le monde politique de demain aura juste réussi à mettre en valeur ces théories aujourd'hui et à les faire adopter dans 15 ans. Oui. Voilà. Et je pense que le terrain est bien préparé. Jenny, si nécessaire, on vous rend à votre famille. Mais si vous pouvez nous accorder encore quelques minutes, je vois qu'il y a pas mal de questions. On va répondre à une dernière question. D'accord. Peut-être que M. Béda, voilà, nous vous voyons, monsieur, nous vous écoutons. Réponse, je vais dire ça pour toutes les questions qui viennent. Questions courtes, s'il vous plaît, et réponses courtes. Merci. Oui, bonjour, je vais tâcher de faire court. J'ai une question pour Madame Eugénie Bastier. Je veux juste savoir, en tant que jeune, comment faire pour faire face à ces idéologies qui sont pourtant tellement populaires dans ma génération? Moi, j'ai envie de vous dire, engagez-vous, allez à l'université, justement. Je pense que le problème, ou aller dans les médias, je veux dire, le problème, c'est qu'il y a toute une partie de la jeunesse conservatrice, de droite, qui fustige l'hégémonie intellectuelle de la gauche à l'université ou dans les médias ou de ce mouvement woke et qui, en même temps, je veux dire, ces lieux de savoir ont été désertés aussi par la droite ou par les conservateurs parce que jugés peu valorisants par rapport à des carrières économiques beaucoup plus lucratives. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu un phénomène de prolétarisation de l'université, c'est-à-dire qu'il y a encore, je pense, 50 ans, un universitaire était encore un notable.
aujourd'hui, c'est vraiment un prolétaire, au sens où enfin, il est pas valorisé économiquement, ni… non, mais je dirais je veux pas vous… Un Non, mais je veux dire, je prolétaire pense, qui affiche la Bible je derrière pense lui. que l'université est aussi déconsidérée, enfin, et que c'est pour ça qu'il n'attire pas, mais qu'elle attire aujourd'hui des personnes, Vous voulez qu'on en parle des journalistes? Vous voulez qu'on en parle? Ah oui, non, mais vous inquiétez pas, je fais faux avec le mal, les journalistes, c'est pareil. Mais les journalistes aussi, c'est exactement pareil. Il y a le même phénomène de prolétarisation des journalistes, hein, qui sont beaucoup moins payés aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a encore 20, 30 ans, qui sont beaucoup moins, enfin, qui sont effectivement prolétarisés à tous les niveaux. Donc je pense que Sans parler des conservateurs de musée, n'est-ce pas, Julien? et qui fait que les diplômés, les esprits diplômés vont plutôt dans l'économique plutôt que dans la transmission du savoir. Et ça, c'est un vrai problème. C'est et c'est comme il y a la même chose en politique d'ailleurs, hein, c'est est-ce que ces domaines-là qui sont dévalorisés ne vont attirer que les médiocres et donc finalement voilà, vont laisser le terrain être occupé par ces théories woke, etc. Donc, je pense que moi, si j'avais un conseil à donner, c'est justement de s'impliquer, de faire de la recherche. On a besoin d'avoir des sociologues qui ne soient pas dans cette vision du monde-là. Et moi, j'encourage à chaque fois parfois, il y a des jeunes qui font des mémoires de l'université qui m'interrogent dans le cadre de leur mémoire. J'en suis ravie. Et je trouve que, enfin, je les encourage énormément voilà, à investir ce champ-là parce que sinon, effectivement, en plus, il y a des tels phénomènes de cooptation à l'université que c'est très difficile, en effet, de briser cette espèce de dynamique parce que les professeurs acquis à ces thèses-là choisissent ensuite les professeurs qui vont donc, ce phénomène de cooptation, il faut massivement ces champs de savoir. Voilà le conseil que je pourrais donner. Merci beaucoup. Merci, monsieur Béda. Monsieur de Chomreau. Une question à Eugénie. Le président de la République parle de la nécessité d'une déconstruction historique. Alors, quand la parole vient du chef de l'État, quelle influence vous pensez que ça va avoir? Je ne sais pas de quel Emmanuel Macron vous me parlez, parce qu'il dit une chose et son contraire. Donc, dans Figaro, il a dit hier qu'il voulait ne pas céder à la repentance. Il a dit aussi ailleurs qu'il ne voulait pas déboulonner des statuts et de ne pas céder justement à ce mouvement-là. Quand il parle généralement aux médias anglo-saxons, il dit un peu des choses différentes. Il dit que France doit regarder en face son histoire, voire la déconstruire. Donc, je ne sais pas trop qui croire. Après, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron veut faire un peu une espèce de synthèse. On l'a vu dans son désir là, de renommer des noms de rues avec des personnalités issues soi-disant du multiculturalisme et de la diversité. Donc, qui à la fois, finalement, il dit moi, je ne vais pas déboulonner, je ne vais pas déconstruire, mais je vais en gros rajouter une couche de diversité, c'est-à-dire sans enlever ce qu'il y avait avant. Je vais rajouter, donc vraiment c'est le en même temps. Et en même temps, je pense que c'est complètement illusoire parce que ça ne satisfera personne. Parce que si vous pensez vous allez satisfaire les décoloniaux en mettant des rues de Joséphine Baker, vous vous trompez largement parce que elle est considérée comme une vendue par les décoloniaux. Et en même temps, c'est aussi ramener des Français qui ont réussi et qui sont d'origine différente à leurs identités, à leurs origines, et donc finalement faire le jeu. En tout cas, adopter finalement la rhétorique des coloniaux. Donc, j'attends de voir exactement les actes. Sur le discours, c'est vrai que c'est flou. Merci. Monsieur Lotti. Oui, bonjour. Thomas Le Sueur a dit au tout début de cette soirée qu'il s'agissait de se demander comment arriver à combattre ce raz-de-marée. Alors, comme c'est un raz-de-marée, c'est très difficile à combattre, mais c'est à ça qu'il faut répondre. Il faut trouver une stratégie pour gagner. Parce que je suis un des cofondateurs avec Xavier Laurent Salvador, qui en a fait 1000 fois plus que moi et que j'admire pour tout ce qu'il a fait de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires. Mais il y a une seule phrase, Xavier Laurent, que je préfère contester. Je pense que tu aimerais aussi que je la conteste et qu'on gagne ensemble. C'est « on se doute qu'on ne gagnera pas ». Bon, on doit gagner et on gagnera. Hein, et c'est des choses… Enfin, Churchill avait peut-être déjà quelque chose un raz-de-marée beaucoup plus grave que celui… Enfin,
il est déjà grave le nôtre, mais bon, on va gagner. Je crois qu'une des solutions est celle qui a été proposée, dite, exprimée par Eugénie, c'est le développement de savants engagés. Une deuxième, me semble-t-il, est de procéder à une réflexion collective pour trouver des tactiques et une stratégie, hein, par exemple se saisir de symboles, mais pas seulement. Moi, pour ma part, je suis persuadé que il n'y aura pas de solution à la réduction de cette idéologie, sinon en proposant un projet progressiste positif, hein, d'une autre nature que de ce qu'on peut décrire comme progressiste aujourd'hui. On remplace pas une idéologie on s'oppose pas à une idéologie simplement en se battant dans la rue, quoi. On propose un autre projet. Et puis enfin, je dirais que si ce projet, il faut mieux qu'il soit fondé sur quelque chose. L'opposé du racisme, c'est un racisme, effectivement. Hein. Et l'opposé du racisme, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Et il faut reconstituer une solidarité nationale qui a été bien déboutée par les institutions européennes et puis par une forme de mondialisme, je ne développe pas. Et puis aussi une solidarité internationale. Donc, on doit proposer autre chose à la place contre ça. Merci monsieur. Je salue Eugénie Bastier. Merci encore pour votre participation et de nous avoir rejoints. Merci de votre invitation. Allez-y. Merci beaucoup. On va achever de toute façon nous-mêmes, mais on vous libère d'ores et déjà. Merci Eugénie. À très bientôt. Au revoir. Merci monsieur Lotti. Vous avez sans doute raison, mais il a été évoqué un aspect par Xavier Laurent Salvador qu'à mon avis il faudra approfondir, et qui est immense naturellement, qu'on ne va pas approfondir ce soir, mais qui est quand même le champ éducatif dans son entièreté. Puisqu'évidemment on fait couler des poisons dans les esprits non formés ou mal formés et qui ont du mal et qui ne sont pas armés, si je puis dire, pour faire preuve de sens critique. Donc il y a un vrai sujet sur le champ éducatif. Alors, on ne va pas l'aborder là. Il y a aussi, je voudrais quand même, parce que Julien se tient parfaitement calme et assez discret, mais il y a un vrai enjeu de politique culturelle, évidemment. À quoi servent les musées? À quoi sert une politique culturelle? Comment célèbre-t-on ce que nous sommes, sans que ce soit un chauvinisme, un nationalisme étroit, etc. Mais il est quand même très frappant, les débats. Alors, je suis le premier à ne pas être un fou de Napoléon, mais il est très intéressant de voir quand même comme il est quasi impossible ou très difficile dans cette année du 200e anniversaire de sa mort, même d'en parler tout simplement, on le voit bien. Donc il y a quand même un grand enjeu de politique culturelle. Julien, est-ce que tu veux faire peut-être un dégagement qui sera un peu conclusif sur cet aspect-là? Oui, en fait, c'était juste une petite chose. Je rebondis sur ce qui a été dit précédemment, notamment avec Eugénie Bastier. On a parlé rapidement de la question du double langage de Macron, qu'on peut présenter maintenant comme un président. Ça donne l'impression qu'il saisit à bras-le-corps certaines problématiques. En fait, il joue vraiment sur les deux tableaux, de toutes les manières. Je vais prendre un exemple. On a parlé un tout petit peu des statuts. Quand effectivement le président Macron arrive à sortir des grandes tirades en disant « la République ne déboulonnera pas de statut », on oublie quand même que quelques temps après, quand en Martinique, il y a eu la statue de Joséphine de Beauharnais qui a été jetée à bas, a été vandalisée et mise à terre. Bon, c'est très amusant, c'est-à-dire que ça se fait juste à côté, à 150 mètres, 200 mètres de la préfecture de police. Il n'y a eu aucune intervention, hein. Il n'y a rien eu du tout. Et certains articles de presse ont laissé entendre que de toute façon, même le préfet de police, donc Stanislas Cazel, avait donné des ordres pour ne pas agir. Donc ça, c'est vraiment typique du en même temps macronien à bien des égards. Sur une question patrimoniale, mais pour ces questions décoloniales, il y a vraiment quelque chose de l'en même temps. Et pour le coup, d'ailleurs, il y a même une autre personne qui a souligné ça. C'est récemment, c'est Jean-François Bayard, dans une tribune qu'il a faite pour le coup pour Mediapart, dans Mediapart. Mais il précise ça. Il dit le président ne peut pas s'opposer dire qu'il s'oppose au décolonialisme. En même temps, alors qu'il a à côté de lui un des grands prêtres du décolonialisme français, en l'occurrence Pascal Blanchard. Donc après, le point de vue de Bayard était très argumenté, mais sur ce point de vue-là, on peut être que tout à fait d'accord. Il y a ce problème de cet en même temps. Il y a pas de
il n'y a pas de constance dans le discours chez Emmanuel Macron. Ça va un coup à droite et un coup à gauche. Enfin, la barre à tribord et la barre à bâbord. C'est très. Mais oui, c'est quelque chose d'assez récurrent, mais on a tendance des fois à l'oublier. On a tendance à l'oublier. Merci, merci Julien. Est-ce que Xavier Laurent voulait dire un mot pour terminer également? Parce que je vois qu'il est bientôt 20h20, donc on va vraiment libérer tout le monde. Mais voulez-vous dire un dernier mot d'espoir? Un mot d'espoir, d'accord. Oui, je rejoins donc Laurent Lotti tout à l'heure. Évidemment que nous gagnerons, mais il y a une particularité de l'Observatoire, et je terminerai vraiment là-dessus. Je vous invite à venir consulter notre site où toutes ces questions sont traitées dans le détail avec beaucoup de minutie par les collègues. Nous sommes transversaux, nous ne sommes pas réunis par des opinions partisanes, mais vraiment par le désir d'affronter le discours décolonial et d'offrir un contre-discours. Certains d'entre nous sont optimistes, d'autres le sont moins, mais on avance tous d'un même pas. Et donc, on arrive à faire des choses. Donc, aidez-nous dans ce projet-là en relayant parfois nos textes. Non, mais bien volontiers. Et j'espère qu'effectivement, nous pourrons trouver des projets communs parce que c'est tout à fait le genre de choses sur lesquelles, si modeste soit notre institut, si nous pouvons vous aider, nous le ferons bien volontiers. Je vous remercie infiniment, Xavier Laurent et Julien, de nous avoir éclairés comme vous l'avez fait. Merci à tous les participants d'être restés jusqu'à cette heure. Mais effectivement, les échanges en valaient la peine. C'était passionnant, extrêmement intéressant, parfois assez angoissant, hélas. Mais c'est le réel et il faut le regarder avec les yeux grands ouverts. Merci à tous encore une fois. À très bientôt. Vous recevrez par mail l'invitation à notre prochaine conférence. Merci à tous et très bonne soirée. Au revoir. Merci à vous tous. Merci beaucoup et bravo pour l'organisation et les intervenants. Merci infiniment. Bonne soirée. Merci à toi, mon cher Jean-Thomas. C'était très, très bien. Merci. Très bien, comme d'habitude.